merci d'être venus malgré le très beau temps à cette séance avec Marc-André Sellos, que je remercie d'être présent. Et je tiens d'abord à remercier l'Académie du climat qui nous accueille et l'École supérieure d'architecture des jardins, qui est une école de paysage, les sages, qui co-organise ce cycle. Je dis tout de suite que la précédente séance a été annulée parce que cette salle était occupée par des migrants mineurs qui ne pouvaient pas loger ailleurs dans Paris. Et donc, du coup, au dernier moment, on a dû évidemment annuler la séance. Elle aura lieu le 30 avril, exceptionnellement un mardi, et non pas un mercredi comme d'habitude. Voilà. Alors, Marc-André est biologiste. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont j'en citerai quand même un qui est plus ancien, et puis le dernier dont je viens d'apprendre l'existence, un qui est plus ancien, mais dont le titre est magnifique, L'origine du monde, une histoire naturelle du sol à l'intention de ceux qui le piétinent. Donc au moins là c'est clair, on voit que marcher n'est pas un acte innocent, et il faut faire attention justement là où on marche. Et puis il vient de publier Nature et préjugés, qui est un titre à la Jane Austen, vous l'avez compris, avec un sous-titre « Convier l'humanité dans l'histoire naturelle ». Donc ça, c'est quelque chose de passionnant parce que ça signifie tout de suite que le fameux dualisme nature-culture n'existe plus. On le sait, mais enfin là, Marc-André doit l'argumenter, j'imagine, pour montrer comment l'humanité peut être aussi étudiée par les sciences naturelles, alors que d'habitude, on faisait une séparation massive. Le livre vient de paraître chez Actes Sud. Alors, voilà, comme d'habitude, comme je suis lexicographe, j'ai regardé évidemment l'étymologie des mots qui nous renseignent bien souvent sur la manière dont un peuple, une culture s'en empare. Et donc le mot sol a deux origines étymologiques. Les deux sont latines du reste. L'un renvoie à solum, qui signifie la base, fondement, et puis aussi à solea, qui va donner en français semelle et sandales, etc. Bon, donc on voit quand même que c'est quelque chose qui... Alors ces deux termes-là ont leur équivalent en indo-européen, et pour aller très très vite, et les deux désignent à peu près la même chose. L'un c'est le fondement, et l'autre c'est le fait de se mouvoir, de marcher. Donc on retrouve là l'idée de la semelle. Et donc, évidemment, quand on lit les précédents ouvrages de Marc-André, on s'aperçoit à quel point il y a plusieurs sols. Et donc là, je vais lui passer la parole tout de suite, parce que c'est pas moi l'invité, afin qu'il nous explique qu'est-ce que c'est que ces sols qui sont argileux, végétaux, etc. Bon, qui nous explique un peu ce que c'est que ce sol, avec tout un vocabulaire qui va avec, que vous connaissez aussi, comme le terme humus, par exemple, bien sûr, qu'il faudra qu'on essaye d'éclairer, et puis le mot terre, évidemment. Le mot terre, qui est un terme latin terra, mais qui vient du sanskrit tar, qui signifie être sec. Et donc la terre, dans la Bible, par exemple, s'appelle arima. Arida, c'est-à-dire un ensemble qui est aride. Et donc, comme vous le savez, on peut faire des labours on peut cultiver sans labourer, on peut cultiver aussi sans introduire de l'eau ou sans arroser. Donc, on va essayer de voir tout ça en une heure. Et donc, je passe tout de suite la parole à Marc-André pour que tu nous expliques un peu, d'ailleurs, ce mot, ce que toi tu y mets. Et puis, après, on aura évidemment d'autres thématiques très importantes et peut-être un peu plus liées à la pratique professionnelle de la majorité des étudiants qui sont là. Alors, bon, le sol, c'est à la fois quelque chose qui nous est lointain et quelque chose qui nous est proche. Dans l'exordre du sermon sur la mort, Bossuet, qui était évêque à Meaux à l'époque, qui est sans doute un des auteurs français à la fois les plus éloquents et à la rhétorique la plus riche, s'étonnait à propos de la mort, mais vous allez voir que ça tient à propos du sol,
de ce que notre esprit, toujours curieux de choses situées plus loin et de choses extraordinaires, nous conduit à rester toujours ignorants non seulement de ce qui nous entoure, mais plus encore de ce que nous sommes. Et finalement, cette citation-là, elle illustre assez bien ce qui nous arrive à propos du sol. Le sol, nous avons à peu près toujours les pieds dessus, sauf lorsque nous sommes en étage, évidemment. C'est lui qui interrompt notre regard la plupart du temps. Notre regard porte sur le sol. Et ensuite, aussi, il a un lien intime avec nous parce que à peu près tout ce dont vous êtes fait, sauf le carbone, vient du sol. Votre fer, votre magnésium, votre phosphore, votre manganèse, tout ça, ça vient du sol. Le chemin est plus ou moins direct, hein. Ça peut être par l'eau qui a ruisselé dans le sol et qui rentre dans votre organisme et qui vous amène des minéraux. Ça peut être par des plantes qui ont poussé dans le sol ou des animaux qui ont mangé ces plantes. Et n'allez pas me dire que vous mangez du poisson. Parce que si les sols ne déversaient pas par les rivières et par les fleuves leur fertilité dans les océans, il n'y aurait rien dans l'océan. D'ailleurs, au milieu de l'océan, il n'y a rien. On se bat pour les eaux continentales de la Grande-Bretagne, mais on ne va pas pêcher au milieu de l'océan, il n'y a rien. Parce qu'on est loin des sols. S'il y a des algues et des poissons dans l'océan, c'est parce qu'il y a des sols. Et donc, même si vous mangez du poisson et des fruits de mer, c'est aussi les constituants du sol, ou d'un sol dont ils ont migré, entraînés par l'eau et amenés à l'océan par les rivières et les fleuves. C'est bien du sol que vous mangez. Donc, c'est vraiment important. Le sol, c'est nous. Nous sommes des expansions du sol. Et c'est assez vrai, même... Alors, parce qu'on ne le gère pas, évidemment, on s'en fout complètement, on n'a pas conçu ça, et on n'a pas du coup conçu ce lien. Du coup, quand on met des saloperies dans les sols, on a interdit le lindane, par exemple, en 98, et la moitié de cette salle, bien que vous soyez un peu jeune et que vous ayez des chances que ce soit plutôt un tiers, pour la plupart d'entre vous, mais entre un tiers et la moitié de cette salle, la moitié des Français contiennent encore du lindane. Pourquoi ? Parce qu'on en a mis dans les sols, et ce lindane, il passe dans nos aliments, il passe dans nos eaux potables. On amène des engrais phosphatés sous forme de phosphate minier dans les engrais minéraux et ils sont contaminés au cadmium. Et la moitié des Français sont surcontaminés au cadmium. Ça veut dire des problèmes rénaux, hépatiques, ça explique ce plus 3% de cancer du pancréas par an en France. Vous voyez, ce lien, il existe, on le néglige, mais du coup, il se pointe par ses aspects les plus mesquins. Il nous abîme. Parce que nous mettons n'importe quoi dans les sols. C'est injuste d'ailleurs, parce que dans les sols, la plupart du cadmium se retrouve fixé et pas libéré du tout. 82%, nous dit-on, des pesticides sont détruits dans le sol, avant même de pouvoir remigrer dans des plantes ou remigrer dans votre eau potable. Mais malgré ces efforts, le sol n'est pas à même de gérer pour nous ce que nous ne gérons pas consciemment. Alors, donc, j'ai voulu commencer par cet aspect intime, parce qu'en réalité, le sol, c'est la santé. C'est un des nombreux aspects par lesquels on ne peut pas distinguer la nature de l'humanité. Nous sommes intriqués, contriqués dans la nature, on ne peut pas nous retirer de la nature. Voilà. Et ce qui se passe dans les sols finit par se passer en nous. Alors, c'est un aspect, mais ça ne nous dit toujours pas ce que c'est que les sols. Et puis, tu avais eu l'air d'insister sur le fait qu'il y a des sols. Oui, parce qu'on peut résumer les sols à un mélange de morceaux de la roche sous-jacente, de matière organique morte qui tombe au sol, des restes de végétaux, voire d'animaux, ou qui est dans le sol d'ailleurs, parce que quand une racine meurt, elle meurt là où elle est déjà dans le sol. Et puis aussi une porosité qui est liée justement à l'activité vivante du sol, au vers de terre, au déplacement de petits organismes, même des bactéries qui se déplacent, tout ça, ça fait des trous. Et dans ces trous, il y a de l'eau et de l'air. Donc le sol, c'est un mélange de matière organique, de fragments de la roche qui est en dessous, d'eau et d'air venus du dessus, pour le coup, de l'atmosphère. Et ça, quand on l'a défini comme ça, on le voit comme on le voyait dans les années 50. Alors du coup, on se dit, c'est une éponge, on va rajouter de l'eau, on va rajouter des engrais. En fait, il y a une petite fraction qui est vivante là-dedans. C'est justement elle qui fait les trous, mais pas que. C'est elle qui est en train d'attaquer les roches et de libérer des sels minéraux, faire en sorte que tous les éléments, le phosphore, le potassium, le magnésium, le calcium, qui est dans les roches, se dissout lentement. En fait, ces organismes, sont beaucoup des micro-organismes qui font ça, attaquent la roche simplement parce que c'est pour eux une ressource pour aller chercher
ces éléments minéraux pour eux, puis il y a des fuites, donc ça profite aux racines des plantes. Voilà. Il y en a d'autres qui attaquent la matière organique morte, qui la mangent et qui libèrent l'azote, le phosphate qu'elle contient. Il y en a d'autres qui mangent de l'air. Alors ça, c'est un peu plus étonnant. Il y en a qui utilisent l'azote atmosphérique pour fabriquer leurs protéines. Et quand ils meurent, en se décomposant, ça donne du nitrate, de l'ammonium, enfin, ça donne de l'azote qui maintenant va être utilisable par les plantes. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce qui rentre dans le sol, même l'eau qui est utilisée par les plantes, qui pompent activement l'eau dans nos régions, 80% de l'eau de pluie repart par évaporation, par l'herbe, la forêt ou n'importe quoi qui pousse dessus. En réalité, le vivant fait main basse sur tout ce qui traîne dans le sol. Des roches à la matière minérale, à l'air et à l'eau qui rentrent. Et tout ça fait que le sol fonctionne et notamment, petit à petit, produit de la fertilité. Il l'a toujours produit avant qu'on essaie de pousser l'accélérateur en amenant nous-mêmes des grandes quantités d'engrais minéraux. Donc, quand on l'a vu comme ça, le sol, c'est une machine à produire de la fertilité, et quelque part, on comprend bien que ce soit ce qui nourrit l'humanité, puisque, effectivement, tout ce qui pousse là-dessus, on va le manger. Alors, ce qui pousse, je ne vais pas vous faire une typologie des sols, parce que c'est ce que j'ai toujours évité dans tous mes enseignements, parce que quand on commence à essayer de lister les types de sols, d'abord ça devient très ennuyeux, et deuxièmement c'est infini. Mais il y a deux grands types de sols par rapport à notre alimentation. Et c'est important de le réaliser. Il y a les sols où poussent très bien les plantes, et donc là on va planter des plantes. Bon. Puis il y a des sols où, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vie, pour des raisons diverses, qui tiennent à l'acidité, qui tiennent à la pauvreté du lieu en azote et en phosphate. Enfin, il y a plein de raisons qui font que dans ces sols-là, il n'y a pas beaucoup de vie, donc la matière organique qui tombe ne se décompose pas, de toute façon, elle n'est pas riche. Et dans ces sols-là, il y a des plantes qui arrivent quand même à pousser, mais elles ne poussent pas très vite. Ces endroits-là, c'est des landes, des pelouses d'altitude. Et typiquement, c'est le sommet des Vosges. On peut peut-être même mettre là-dedans l'Aubrac, quoi. C'est des endroits où en fait, les sols produisent moins de fertilité, donc il y a moins de plantes qui poussent. Et ces sols-là, c'est les sols qu'on exploite le mieux en mettant des animaux dessus. Oui, ceci est un plaidoyer pour l'élevage. En ce moment, il y a un malentendu. On sait très bien qu'on mange trop de viande. On sait très bien que notre façon intensive de produire de la viande crée des dégâts environnementaux colossaux. Mais il y a un endroit, par contre, il y a des sols où ce serait une aberration d'essayer de cultiver des plantes. Il faut juste lâcher les bestioles et les bouffer de temps à autre. Elles vivront très bien. D'accord ? Il y a des sols à viande, voilà. Et donc, il y a des typologies de sols qui, en fait, nous dictent un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire sans forcer le système. Évidemment, après, vous pouvez forcer le système, vous pouvez mettre vos bêtes sur du béton et leur amener de la nourriture. Vous pouvez transformer un sol assez minable en sol très fertile en amenant des grandes doses d'engrais et d'agents neutralisants, comme du calcaire ou de la chaux. Mais si on accompagne les sols, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a de la place pour une production de viande, alors certes moindre que celle qu'on fait ordinairement, mais qui en l'occurrence sera beaucoup plus dans l'ordre de ce qui est bon pour notre santé en termes de consommation de viande. Bon, donc en fait, ça veut dire qu'il y a différents types de sols et qu'en particulier, alors j'ai oublié les sols de fertilité intermédiaire, où les plantes poussent, mais quand même pas beaucoup. Ça, c'est les sols à forêt. Et un spécialiste des sols m'éplucherait, me couperait en morceaux d'avoir typifié les sols comme ça. Mais je dirais que voilà, on a des sols pour la culture végétale, des sols pour la forêt et des sols pour l'élevage. Et ça, on n'en a pas toujours pris conscience. On ne fait pas toujours de la forêt où il faudrait. On ne fait pas toujours de l'élevage où il faudrait. Et puis d'une façon générale, on n'a pas pris conscience que le sol, il fait tout ça. Et aujourd'hui, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on l'enterre. On l'enterre en l'artificialisant. Alors les rythmes d'artificialisation dans ce pays sont absolument exorbitants. C'est 5 terrains de foot par heure, même la nuit. C'est tous les ans la surface agricole qui sert à nourrir pendant 1 an la ville du Havre qui disparaît. Pourquoi ? Parce que notre modèle de développement local, c'est la banlieue pavillonnaire, la zone artisanale. Enfin. Et donc, pour terminer cette introduction sur les sols, on ne voit tellement pas ce qu'ils peuvent faire qu'aujourd'hui, on est en train de les recouvrir de villes, d'infrastructures de transport, de zones artisanales, de banlieues pavillonnaires, et de toutes sortes de choses qui les tuent bien plus certainement qu'aucun agriculteur n'est capable de tuer un sol, croyez-moi. En tout cas, sur le parvis de cette ancienne mairie, je ne suis pas sûr qu'on puisse restaurer une plaine fertile, alors même qu'on était dans une zone où les sols étaient très fertiles
lorsqu'ils avaient encore le droit de voir le jour. Oui, il faut mettre donc sol au pluriel, j'ai compris. Mais tu parlais de fertilisation et de fertilité, mais il y a quand même des différences entre les sols. Il y en a qui sont plus riches que d'autres, non? Enfin, on le voit si on fait la carte de l'agriculture à l'échelle planétaire, on voit bien qu'il y a des régions du monde où, à cause peut-être du climat, à cause du manque d'eau, etc., il y a quand même eu la nécessité de les enrichir. Oui, alors si on veut absolument leur faire produire quelque chose, mais oui, on va être d'autant plus obligé de le faire d'ailleurs que là où les sols sont fertiles, on construit des villes, donc on va être obligé d'aller chercher de la place ailleurs. Mais en fait, il y a plusieurs facteurs qui font la richesse d'un sol. D'abord, c'est jamais bon d'être en haut d'un bassin versant. C'est jamais bon d'être en haut d'une montagne. Pourquoi? Parce que l'eau entraîne la fertilité, mais il n'y a pas de fertilité qui vient d'au-dessus, parce qu'il n'y a pas d'au-dessus. Par contre, les plaines, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau qui arrive, qui a entraîné de la fertilité de l'amont, et qui la dépose, et qui en tout cas compense la fertilité qui est entraînée vers l'aval. Regardez où sont les lieux fertiles, ils sont quand même assez souvent sur les bas de pente et dans les plaines. Après, il y a les dynamiques. Alors parce que ça, c'est quand on a dit ça, là, on est sur un déterminisme du milieu. Alors il y a un autre déterminisme du milieu qui fait qu'en Bretagne, par exemple, bien qu'on soit en plaine, les sols ne sont pas toujours très riches. Je pense au Mont d'Arrée, par exemple. Ça dépend lesquels. Hein. Mais quand il pleut beaucoup, bon, alors c'est un Breton qui vous le dit, donc il ne faut pas le prendre comme un propos dévalorisant, mais voilà, il pleut beaucoup en Bretagne. Vous avez tendance à... le sol, c'est un sachet de thé qu'on aurait utilisé plusieurs fois, quoi. Il n'a plus grand-chose à donner, quoi. Donc il y a aussi les problèmes des zones où il pleut beaucoup. C'est d'ailleurs un problème dans les zones tropicales, humides. Là où il pleut beaucoup, c'est pas très bon pour la fertilité des sols. Donc ça donne, c'est une approche topologique, climatique de la fertilité. Vous voyez, il faut de la pente, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il y ait des circulations d'eau, mais il ne faut pas être en haute pente. Il faut de l'humidité, mais pas trop quand même, parce que sinon ça nettoie le sol. Mais il y a une autre chose, c'est que la plupart des sols qui sont infertiles, ils le deviennent par une logique du vivant. Et ça, c'est intéressant parce que on comprend de plus en plus qu'en fait, ce qui arrive au sol, ce n'est pas tellement des déterminismes seulement climatiques et géologiques. En fait, si jamais un sol n'est pas riche au début, eh bien, il ne le sera jamais. Si jamais dans un sol, il n'y a pas beaucoup d'azote et de phosphate au début, ce qui va se passer, c'est que les plantes qui vont pousser, elles ne vont pas en contenir beaucoup. Ça va être des plantes qui tolèrent de contenir peu de phosphate, peu d'azote. Il n'y en a pas de toute façon. Alors la matière qu'elles vont produire va avoir deux caractéristiques. Elle sera pauvre en azote et en phosphate. Bon. Mais aussi, il ne faudra pas que cette plante se fasse manger, parce que tout le phosphate et l'azote qu'elle se fera piquer, elle ne pourra pas aller le rechercher dans le sol. L'herbe qui pousse dans les pâtures de Normandie, par exemple, il n'y a pas de problème. Elle se fait manger, elle repousse. Parce que dans le sol, elle trouve beaucoup d'azote et beaucoup de phosphate. Mais si on va dans les landes bretonnes, par exemple, alors là, il n'est pas question de se faire manger, parce qu'on n'a pas beaucoup de phosphate et d'azote, et il faut impérativement le garder. Ces plantes-là accumulent des toxines, des tanins, des terpènes, qui font qu'elles sont peu mangées. Quand ça tombe par terre, cette matière organique, vous voyez le foutoir pour les microbes. C'est une nourriture qui n'est pas riche en azote et en phosphate, mais ils en ont besoin, comme vous et moi. Donc déjà, c'est pas très nourrissant, et en plus, c'est plein de toxines. Ah bah oui, parce que ces toxines sont tellement toxiques que la plante ne peut même pas les manipuler, et quand une partie va tomber, déménager les toxines vers une autre partie. Non, c'est tellement toxique qu'il faut les laisser là où elles sont produites. Hein. Il est hors de question de les déplacer. Donc les déchets sont bourrés de toxines. Les microbes vont avoir du mal à décomposer ça. Et vous sentez qu'il s'enclenche quelque chose de dramatique, c'est que donc l'azote et le phosphate vont rester bloqués dans les restes et pas être libérés par les microbes et pas pouvoir resservir aux plantes. Donc il y a une sorte de fatalité qui s'installe. C'est la logique de la terre de bruyère. Parce que ça convient bien aux bruyères, mais vous savez, on ne fait pas pousser grand-chose sur une terre de bruyère. Et si jamais vous avez l'impression qu'en jardinage, on l'utilise beaucoup, la terre de bruyère, rappelez-vous qu'on la mélange toujours à autre chose. Parce qu'elle amène sa capacité à retenir l'eau, ça on aime bien, et une certaine légèreté aussi. Mais dans la pure terre de bruyère, on fait pousser des bruyères et des rhododendrons, et c'est tout. Et des azalées, c'est tout.
qui sont des plantes adaptées à ça, et qui ne sont pas des plantes d'ailleurs d'une vigueur de croissance transcendante. Hein. Bon. J'en reviens à ça. Comme c'est pas très bon à manger, les bactéries, qui en général sont des décomposeurs rapides, n'arrivent pas à s'installer. Et ceux qui s'installent, c'est les champignons. Alors, inutile de vous dire que ces sols-là, pour un mycologue, c'est génial. Bon, moi, mon domaine, c'est la mycologie, et je préfère nettement aller faire de la mycologie dans les monts d'Arrée ou sur ces sols pauvres que d'essayer de trouver des champignons dans la Beauce. Hein. Bon, il y en a beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que les champignons, ils arrivent à se débrouiller de ces tanins, de ces terpènes, et puis ils ne sont pas très exigeants. Mais alors, par contre, ils se développent très lentement parce que justement, ils ont quand même du mal à manger, et ils ne vont pas faire le travail de recycler rapidement l'azote et le phosphate, de déplacer l'azote et le phosphate qui sont piégés dans la matière organique vers des formes utilisables par les plantes. Mais ils font autre chose, les champignons. C'est qu'ils s'assurent, ils ont une stratégie pour s'assurer que les bactéries ne vont pas prendre le dessus. Ils acidifient le sol. C'est qu'ils produisent des produits acides. Et du coup, ça, alors là, vous savez que l'acidité, c'est pas bon pour les bactéries, c'est le principe des fermentations. Hein, quand on fait du saucisson, de la choucroute, ou même certains, le kimchi par exemple, enfin, tous ces produits-là s'acidifient par fermentation et rapidement les bactéries arrêtent de se développer. C'est bactériostatique, c'est protecteur. Donc, dans les sols, les champignons, ils font le même boulot, ils empêchent les bactéries de s'installer en acidifiant. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on connaît tous, enfin ceux qui jardinent, connaissent toutes les plantes à litière acidifiante. Hein, il y a des plantes dont la litière acidifie le sol. C'est un peu le cas des conifères, c'est vraiment le cas des bruyères, un tout petit peu les hêtres. Alors si vous prenez l'acidité, le pH, pour parler technique, d'une feuille de ces plantes-là qui tombent et d'une feuille de salade ou d'une feuille de blé ou d'une feuille de pissenlit, c'est le même. 6, 6,5. C'est le pH du vivant. Enfin, du vivant végétal. D'accord ? Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il se produit une acidification parce que ces plantes-là, à litière acidifiante, c'est des plantes qui vont contenir beaucoup de tanins. Goûtez-les, vous verrez. Elles sont âpres et amères. Beaucoup de terpènes, elles sont souvent très aromatiques. Vous pouvez penser aussi à l'eucalyptus. Tiens, si vous voulez du truc avec des tanins, des terpènes, une bonne dose, prenez l'eucalyptus ou le cannelier. Et comme c'est des plantes qui poussent sur des sols pas riches ou pas trop riches, eh bien elles sont très pauvres en azote et en phosphate. Donc elles vont favoriser les champignons qui sont les seuls à pouvoir se développer. Et c'est eux qui vont acidifier. En fait, les plantes à litière acidifiante, elles font rien qu'être pauvres en azote et en phosphate et riches en toxines pour ne pas se faire manger ou pas se faire attaquer par des microbes. Et ça favorise des champignons qui vont acidifier. Dans ces sols qui sont acides, si vous éliminez les bactéries, vous éliminez tout espoir que quelqu'un attaque vite la matière et libère vite l'azote et le phosphate. Donc c'est un peu la double peine, quoi. Déjà, c'était immangeable pour les microbes, et il y avait que les champignons qui y arrivaient péniblement. Et en acidifiant ces champignons, double peine, ils éliminent définitivement les bactéries. Ces sols qui s'acidifient, ils sont évidemment favorisés si la roche est une roche comme un grès à Fontainebleau ou comme un granit, si c'est une roche qui n'a pas de réservoir de pouvoir tampon. Si vous êtes sur un calcaire, au début, quand le sol est jeune, le calcium, le carbonate de calcium va éviter l'acidification. Mais quand le sol devient épais, le calcaire et le carbonate qui pourraient tempérer l'acidité sont très profonds. La moitié des sols calcaires de France sont acides en surface. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce qu'ils sont devenus assez épais pour s'affranchir de l'influence de la roche-mère. Là, vous sentez que vraiment, à un moment, c'est le vivant qui prend la main, le type de végétal et le type de microbe, et ça vous fait les sols pauvres. En fait, je viens de décrire mes sols à viande. Les sols où on va faire de la viande. Sachant qu'entre les sols à viande et les sols à plantes, il y a des intermédiaires. C'est quand même assez fertile, mais pas au point d'y mettre de l'agriculture. C'est les sols à forêt. Actuels. Parce qu'en fait, partout où il y avait des forêts où on peut faire de l'agriculture, on a coupé ces forêts-là, donc on les a plus dans nos paysages. Les forêts sur les sols très riches. Je peux vous les décrire d'un mot. C'était des érablés, des frênés. Vous êtes souvent baladé dans des bois d'érable, vous ? Moi, j'en connais un bois de Vincennes, qui n'a pas été gardé pour des raisons vraiment de production de bois, hein. C'est des raisons d'agrément. Et c'est un sol très riche parce qu'il y a des tas de gens qui passent et qui jettent des ordures, jour et nuit.
Donc il y a beaucoup d'apports de phosphore et d'azote. Donc le bois de Vincennes, peu ou prou, c'est quand même un bois pas très spontané, peut vous évoquer ce qu'étaient les forêts qui poussaient là où maintenant on met du blé, des salades, voilà, des choses comme ça. Donc il y a eu des forêts aussi sur les sols riches. Mais aujourd'hui, ces forêts-là ont en général été éliminées. Les seules exceptions, en fait, c'est peut-être le bois de Vincennes et puis les forêts riveraines du Rhin. Mais on n'a plus ça maintenant. Là où le sol est riche, on a de l'agriculture. Et on a laissé les forêts que dans la situation intermédiaire entre le sol riche propre aux cultures et le sol vraiment pauvre qu'on peut tout au plus pâturer. Alors, moi j'ai plusieurs questions évidemment. Il y en a une qui me titille depuis longtemps, c'est l'expression appauvrissement du sol par l'agriculture intensive, mais peut-être pas seulement. Qu'est-ce qui fait qu'un sol qui a une certaine fertilité ne l'a plus ? Est-ce que parce qu'on a voulu trop produire, avoir des rendements extraordinaires et qu'on l'a finalement épuisé, ou est-ce que parce qu'on n'a pas pratiqué une alternance des cultures afin que le sol puisse se reposer, reprendre du poil de la bête si j'ose dire, et pour pouvoir ensuite produire autre chose, hein, parce que les époux bourguignons que tu connais nécessairement expliquent dans leur livre à quel point c'est important d'associer une légumineuse, par exemple, avec ensuite une telle autre plante pour l'année suivante, etc., etc. Et que dans le système de l'agriculture intensive d'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Alors en fait, tout est parti d'une bonne intention. On a voulu accélérer, sans les connaître vraiment, hein, mais empiriquement, les moyens, les processus par lesquels les sols étaient fertiles. Donc on a fait deux choses. On a amené de la fertilité. C'est-à-dire que, comme effectivement tous les ans on récolte, on emmène de l'azote et du phosphate. Donc il faut en remettre. Ça, c'était pas bête d'amener de la fertilité. Au début, on a amené des engrais organiques. C'est-à-dire des restes ménagers ou des restes d'élevage, des fumiers, des choses comme ça. Là, c'était pas mal. Plus récemment, parce qu'on pouvait en avoir plus, puis parce que c'était moins compliqué à transporter, on a commencé à amener surtout des engrais minéraux, c'est-à-dire de l'azote extrait de l'air et du phosphate extrait de mine, où, je vous l'ai dit, il est souvent malheureusement contaminé par du cadmium, puis de la potasse aussi. Alors, on a amené des engrais sous forme minérale, et on en a mis beaucoup. Alors, ça pourrait paraître une bonne idée, mais en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que d'habitude, les plantes sont aidées pour aller chercher l'azote, le phosphate et les autres ressources du sol par des champignons qui s'associent à leurs racines et qui en fait viennent échanger du sucre de la plante contre des ressources qu'ils ont exploitées dans le sol. En plus, comme pour ces champignons, la racine, c'est ce qui les nourrit, ils ont accumulé dans la révolution des tas de moyens de la protéger des maladies ou des toxines du sol. La plupart des plantes qui tolèrent le calcium, par exemple, si vous les faites pousser dans un sol stérile, elles ne supportent plus le calcium. Parce qu'en fait, en général, c'est le champignon qui est associé aux racines qui gère les problèmes liés au calcium. En gros, il pompe. Il repompe dehors. Voilà. Il y a d'autres moyens, je ne rentre pas dans le détail. Mais donc, il y a aussi des protections contre les pathogènes. Aujourd'hui, quand on met des engrais minéraux en grande quantité, alors sans compter le problème que ça fuit dans les eaux, ça suit le chemin que je vous ai dit. Hein. La fertilité va des sols dans les eaux. Ça, je vous l'avais déjà dit. Quand il y a trop de fertilité dans les sols, vous retrouvez trop de fertilité dans les eaux et ça vous fait des marées vertes sur le littoral ou des marées brunes dans les Caraïbes. Mais outre ce problème d'excès qui va finir dans l'eau, quand vous donnez ça à la plante, elle congédie le champignon. Elle n'a plus besoin du champignon puisqu'elle peut prélever directement dans le sol sans avoir besoin de donner au champignon. Je m'explique. La physiologie de la plante, c'est d'acquérir au moindre coût. Donc elle entretient le champignon tant qu'elle a besoin d'azote et de phosphate, mais s'il y en a pléthore autour d'elle, elle congédie le champignon. Dommage, parce qu'elle va être plus malade. On perd la protection. Et ça veut dire qu'il faut compenser avec des pesticides. Mais les engrais, c'est qu'un détail. Le péché originel, il faut voir la chute d'Icare de Bruegel l'Ancien. Je ne sais pas si vous avez vu ce tableau, si vous l'avez en tête. Icare s'est approché avec ses ailes collées à la cire d'abeille un petit peu trop près du soleil. Il avait un peu trop d'ambition et ses ailes ont fondu, il est tombé dans l'eau, dans la mer. Il tombe dans la mer.
Quand vous regardez le tableau de Bruegel l'Ancien, la première chose qui vous frappe, c'est que vous ne voyez pas Icare du tout. En fait, le peintre veut nous dire qu'il est tellement insignifiant que, bon, il est dans un coin et puis il se passe plein d'autres choses. Il y a des bateaux, il y a notamment tout un premier plan où il y a un laboureur. Il y a toute une image, enfin toute une scène de labour au premier plan, qui n'a rien à voir avec la chute d'Icare, qui montre juste qu'il est vraiment au second plan dans l'importance des choses. Mais je trouve assez amusant que la chute d'Icare, ce soit une peinture de labour. Parce que pour le coup, on a cru faire les malins, et à une époque, on ne savait pas comment ça marchait. Donc, nul reproche à nos anciens. Mais en fait, on a fait le pire. Quand vous labourez, vous détruisez tous les champignons qui sont faits de filaments délicats. Dommage. Vous allez me dire, ils vont repousser. Ok. Deuxièmement, vous tuez les plantes. Alors, une des fonctions du labour, c'est de désherber. Alors, c'est dommage parce que les plantes ne vont plus nourrir tous les organismes du sol, comme ces champignons, mais aussi d'autres bactéries qui sont présentes dans le sol, qui vivent autour de la racine et l'aident à se nourrir et à se protéger, en échange d'un peu de sucre. Donc vous tuez les auxiliaires, les plantes. Vous allez replanter après, il faudra que celles qui vont repousser réinitialisent le processus, fassent se remultiplier à partir de quelques survivants leurs auxiliaires. Bon. C'est pas tout. Dans cette opération-là, comme vous laissez le sol nu, et ça, c'est l'autre chose qui manque, c'est que le sol va finir par être nu. En général, on le laisse nu tout l'hiver pour que le gel casse les mottes. On est habitué à une campagne brune. Il va s'éroder. Il va s'éroder puisque rien ne le protège de l'érosion. Le drame aussi, c'est que les bactéries ont survécu au labour. Elles sont tellement petites, les bactéries, qu'elles sont dans les grumeaux, elles n'ont même pas vu qu'il y avait un labour. Les vers de terre, ils sont ratiboisés. La plupart des animaux sont morts. Les champignons, détruits. Les bactéries, non. Et comme il y a un apport d'air colossal, elles respirent. Comme des dingues, parce qu'elles ont beaucoup plus d'oxygène. Je veux vous rappeler que maintenant, on amène les engrais sous forme d'engrais minéraux. Donc on ne ramène pas de matière organique, les bactéries la respirent plus. Le taux de matière organique des sols s'effondre. On a perdu 50% de la matière organique dans les sols français depuis les années 50. Alors vous allez me dire, et alors ? La matière organique, c'est une des choses qui tient le sol, qui agglomère le sol. C'est une colle pour les morceaux de roche. Donc votre sol est nu, il est plus collé. L'érosion augmente à cause du labour par la destruction de la couverture, mais surtout par le fait qu'il n'y a plus de colle. Et vos sols labourés s'érodent 10 à 20 fois plus vite. Donc tu es en train de voir ton sol qui disparaît. Évidemment, il va être moins fertile, mais ce n'est pas tout. La matière organique, elle retient l'eau dans les sols, par deux moyens, par deux façons. D'abord par elle-même, parce qu'elle est affine pour l'eau. Puis deuxièmement, parce que comme elle colle les morceaux de sol, quand il y a un trou de vers de terre, bon c'est dommage, il n'y a plus de vers de terre, quand il y a un trou d'organisme qui se déplace, il n'y en a plus beaucoup, ce trou, les morceaux qui sont au sommet du trou sont collés par la matière organique. Donc ils ne s'effondrent pas. Et le trou reste. Ce qui permet au sol de respirer et de contenir de l'eau. On va me dire, oui, avec le labour, je refais des trous. Oui, mais vous savez très bien que les sols agricoles, ils tassent, comme on dit. Parce que comme c'est des trous qui ne sont pas stabilisés par la matière organique, ils s'effondrent. Donc en fait, on perd les réserves en eau. Donc tu te retrouves avec des sols où il n'y a plus les auxiliaires de la nutrition et de la protection des plantes. Des sols qui sont en train de s'éroder, donc qui sont en train de disparaître, de s'amincir et de perdre la partie de surface qui est souvent la plus efficace, la plus fertile et en tout cas la plus active biologiquement. Ils sont en train de perdre leurs réserves en eau. Alors si on rajoute à ça que la matière organique a souvent des capacités de rétention des minéraux nutritifs, sa disparition diminue encore les capacités des sols à retenir la fertilité qu'ils contiennent, on est sur des sols qui commencent à rentrer en déshérence quant à leur fonctionnement propre et qui ne fonctionnent plus que parce qu'on y met des intrants. Simplement, et pour être positif, c'est dur de tuer un sol. Les époux bourguignons, ils disent souvent qu'il y a des sols qui sont morts. Et ça, c'est pas vrai. C'est une vision, c'est un mot, c'est une façon de faire une prise de conscience. Les sols morts, c'est sous les villes, c'est les sols artificialisés. C'est les citadins qui tuent les sols. Les agriculteurs font ce qu'on leur a appris et font ce qu'achètent les consommateurs. Ce qui revient à déporter aussi sur toute la filière la responsabilité. Mais ils ne tuent pas les sols. Ils les abîment. Aujourd'hui, quand on passe à des agricultures non labourées, on voit se redresser la vie du sol en 2 à 10 ans. C'est-à-dire que les protagonistes sont toujours là. On leur a tapé sur le crâne,
mais ils sont toujours là. Et c'est un des endroits où les perturbations créées par l'homme sont sans doute les plus récupérables à très court terme. Donc il est vraiment temps d'agir. Parce que vraiment, il y a l'espoir en quelques années de rattraper ou en tout cas de reconstituer le fonctionnement des sols. Alors on pourra parler de ces alternatives culturelles, mais aujourd'hui tu parlais de l'appauvrissement. L'appauvrissement, il résulte de quoi? Il résulte de nos tentatives maladroites de faire bien sur le sol en le prenant comme un substrat inorganique. Un truc où on verse des engrais qui sont censés être tenus dedans, un truc qu'on agite pour remonter tout ce qui est descendu vers le fond, entraîné par l'eau pour bien remonter la fertilité et refaire des trous. On le traite comme un substrat et on a oublié qu'il était vivant et donc on a perdu tous les éléments de la logique vivante du sol qui permettait de faire sa fertilité. Et du coup, on n'a plus que les gestes d'apport pour consolider ce qu'on a perdu. C'est dur de réaliser que le labour n'était pas une bonne idée. Parce qu'en fait, à court terme, c'est une bonne idée, mais c'est à long terme que c'est une catastrophe. Donc nos anciens, ils ont fait ce qu'ils ont pu, dans l'état des connaissances. Et la vraie question est de savoir si nous saurons faire, dans l'état des connaissances actuelles, différemment. Alors, on va revenir sur le fait que les agriculteurs font ce qu'on leur a appris, effectivement, et puis que les consommateurs, finalement, ils se satisfont de ce qu'on leur vend sur le marché. Ça change un peu avec l'agriculture bio, mais je voudrais revenir quand même sur l'appauvrissement du sol avec un thème qui est tout à fait d'actualité, qui est celui des haies. Parce qu'effectivement, un sol n'existe pas tout seul. Tu l'as dit, il y a l'eau, il y a les pierres, il y a la forêt, etc. On parlera de l'agroécologie tout à l'heure, mais moi, j'avais une maison dans Touraine, vers la Brenne, et coup de bol, enfin si je puis dire, l'agriculteur passe la main à son fils. Et lui, c'était un affreux, le méchant, vous voyez, de la FNSEA, et puis un productiviste. Et il s'en va, je dis, chouette. Et son fils arrive, 30 ans, à un tracteur 3 fois plus gros que celui que son père avait, enfonçant son soc ses griffes beaucoup plus loin que la couche d'humus, et puis consommant énormément d'essence, ce qui fait qu'en fait, on va manger du pétrole, principalement, économiquement parlant. Et ce gars supprime, pour pouvoir utiliser son tracteur, supprime toutes les haies. Alors, je l'apostrophe très gentiment, parce que il est assez costaud, donc je l'apostrophe gentiment. Je lui dis, vous avez un beau tracteur, il était content. Je dis, mais vous supprimez les haies, c'est curieux, parce que à la radio, j'entends des plans pour replanter des haies. Il me répond, que des conneries. Et puis, il allume son tracteur, il s'en va. Donc, on n'a plus jamais parlé, évidemment. C'était pas facile de trouver un sujet de conversation. Donc, quand même, on est dans cette réalité-là que les agriculteurs, est-ce qu'on leur a appris à supprimer les haies? C'est une question que je me pose. Un peu oui, parce qu'ils sont endettés, il faut qu'ils produisent plus, ils sont obsédés par le toujours plus plutôt que le toujours mieux, et du coup, ils jouent cet appauvrissement de la terre avec parfois des engrais chimiques qui sont nocifs pour leur propre santé. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi y a-t-il cette espèce d'aveuglement? Tu le dis dans ton article, tu as écrit un article au moment du salon de, j'allais dire du livre, parce que je suis obsédé, du salon de l'agriculture. Tu as écrit dans Le Monde un papier qui dit qu'on pourra sauver l'environnement qu'avec les agriculteurs. Ça, c'est le titre. OK, mais à l'intérieur de l'article, tu es quand même un peu plus sévère, tu marques aussi de leur responsabilité. Oui, et celle des citoyens, parce que quelque part, les agriculteurs font ce qui se vend directement et ce qui se vend à l'agro-industrie, mais l'agro-industrie fait ce qui se vend quelque part aussi. Donc il faut voir à un moment que c'est tout un processus d'invalidation par la carte bancaire qui se cache derrière cette agriculture. Moi, je ne fais pas l'agribashing. Je vois les agriculteurs comme des courroies de transmission, ou plus encore, je les vois surtout pris entre le marteau et l'enclume. Donc, mais je comprends que ça puisse étonner. Alors, on peut revenir à cette question juste après avoir rappelé que les haies, on les a arrachées dans un contexte où on avait les pesticides, et on n'a complètement pas vu un truc, c'est que c'était notamment des obstacles à la transmission des maladies d'un champ sur l'autre. Une haie, ça réduit à terme, une haie âgée, avec une bonne biodiversité, qui a recruté notamment des oiseaux, des chauves-souris, des choses comme ça vous réduit 88% des bioagresseurs dans une parcelle.
Mais on ne l'a pas vu parce qu'au moment où on les arrache, on a les pesticides, donc ils sont gérés autrement. Et puis ils sont gérés à 100%. Faut le dire, la chimie, elle est aussi efficace. C'est qu'elle est efficace à 100%. Oui. Alors, il y a des effets de bord, hein, c'est aussi efficace à 100% sur des choses qui ne sont pas les cibles. Mais il y a à la fois cette efficacité et le fait que, en fait, quand on supprime les outils traditionnels, ben on ne voit pas quels étaient leurs rôles. On commence à retrouver l'intérêt de ça, notamment dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, ils sont arrivés au seuil de teneur en matière organique des sols, où en fait les sols ne se tiennent plus. Donc quand il pleut, le sol s'écoule. Et là, on s'aperçoit que là où il y a des haies, ça retient un peu le sol dans le champ du propriétaire. Bon, cela dit, ça s'écoule quand même, mais ça s'écoule moins loin. Les haies, elles ont plein de fonctions. Elles ont aussi des fonctions de production, et une des choses qu'elles produisent d'ailleurs, parce qu'il faut les tailler, c'est du BRF, du bois raméal fragmenté. Ce bois raméal fragmenté, c'est des petites branches, donc c'est du bois qui contient beaucoup de carbone, mais qui quand même, parce que quand les branches sont petites, le rapport des cellules mortes qui constituent le cœur du bois aux cellules vivantes qui sont prises entre l'écorce et le bois lui-même, ces cellules qui se divisent tous les ans et qui font grandir les brindilles, le rapport est assez bon. Dans ces cellules-là, il y a de l'azote, du phosphate. Donc comme il y a pas mal de ces cellules-là dans du bois raméal qu'on a coupé en fragments, il y a quand même pas mal d'azote et de phosphate. Ce n'est pas comme de la sueur, du pur carbone. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut amener au sol, à la fois comme une forme de matière organique, mais aussi on peut s'en servir comme mulch. Ça peut permettre, alors pas sur la surface de tout le champ, bien sûr, mais ça peut permettre à certains endroits de pratiquer un paillage. Un paillage qui va permettre de désherber sans avoir recours à des herbicides. Voilà une alternative aux herbicides. D'ailleurs, le bétail en est une autre, hein, parce que ça broute l'herbe. Donc ça peut permettre de retirer les plantes d'une parcelle. Donc il y a ces fonctions de production de BRF. Il y a des productions aussi de fruits ou de choses comme ça, hein, pourquoi pas. Il y a le stockage de carbone. Ça stocke énormément de carbone, hein, 100 tonnes par kilomètre de haie. C'est un outil de stockage de carbone. Et enfin, c'est quelque chose qui, et les anciens savaient faire ça, nous moins, il va falloir réapprendre, c'est quelque chose qui permet de jouer avec le vent. Et notamment d'empêcher dans certaines régions des gelées tardives qui viennent avec des écoulements d'air froid, et à l'été, d'empêcher des circulations d'air qui assèchent l'air et qui rendent les sécheresses estivales encore plus prononcées et encore plus dangereuses pour les feuillages ou les graines ou les fruits des plantes. Donc la haie, c'est un outil multiple dont il n'est pas facile de jouer finement, et on ne met pas n'importe quoi dans une haie, hein. Il y a des arbres qui ont des fonctions, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quelques éléments de recherche qui nous apprennent à faire une haie correctement, mais on est loin encore de savoir faire des haies dans tous les endroits et pour tous les usages. Mais il y a là un outil potentiel. Alors, c'est un exemple de l'utilisation de petits motifs de l'écosystème et de l'utilisation du vivant pour faire de l'agronomie. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie, quoi. C'est un exemple de ça. Pourquoi ça fait pas tilt? C'était le cœur de ta question, je pense. Alors ça, pour les haies, ça ne fait pas du tout tilt, hein, puisque les chiffres, c'est ça en ce moment, c'est 20 000 km de haies supprimées par an, et nous, on paye des subventions qui en replantent 3 000 km, sachant que ces 3 000, c'est des haies jeunes, donc qui n'ont pas les mêmes fonctions écologiques que les vieilles haies qui ont été arrachées. Je vous recommande un article qu'on a fait avec des amis, je vous le recommande d'autant plus que moi, je n'ai pas fait grand-chose que de relire les fautes d'orthographe, j'en ai peur. Dans The Conversation, donc c'est en libre accès, on a fait un article avec des amis de la Société botanique de France sur les haies et sur leur multifonctionnalité. Vous en découvrirez de belles d'ailleurs. Revenons à ça. Pourquoi ces solutions ne percent pas? Moi, je crois qu'il y a 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, on a en aval de l'essentiel de l'agriculture une agro-industrie qui a besoin, une fois qu'on a installé une usine quelque part, on a besoin d'entrées très régulières. Et c'est vrai que les méthodes agroécologiques vont entraîner des productions avec des fluctuations. Pas des fluctuations de nature, à mon sens, à affamer l'humanité, on pourra revenir là-dessus. Mais par contre, si vous avez une usine qui dépote 3 tonnes de sucre heure au milieu d'une plaine agricole, faut que ça approvisionne en betteraves sucrières derrière, régulièrement. Donc on a des besoins de régularité qui façonnent le marché. Mais il est quand même avalisé, ce marché, par celui qui va acheter son sucre, hein, à la fin. Bon. Ensuite, on a des agriculteurs qui ont été formés à l'agriculture d'avant et qui ont bien raison de ne pas vouloir changer
ils ont bien raison. Parce que moi, j'en connais qui ont changé, c'est ceux qui ont fait du bio. Alors, ils se sont convertis, d'accord ? On a atteint 10% de la surface agricole française en bio. Puis il y a un moment, pour d'obscures raisons de marché, c'est devenu plus cher. Et les gens ont abandonné le bio. Donc, ils ont laissé tomber les agriculteurs bio. Donc ça, c'est un très bon message pour dire ne changez rien, parce que si vous changez, vous prenez des risques et personne ne vous assure. D'accord ? Donc ils ne sont pas préparés à changer et ils ne sont pas accompagnés s'ils veulent le faire. Pourquoi ils changeraient ? Je vous ai dit, le sol, c'est vous. Il faut retirer de notre tête cette idée que c'est les agriculteurs. Ce n'est pas les agriculteurs, c'est nous, dans le choix de consommation. Puis il y a une dernière chose. Il y a évidemment des lobbies. Il y a des gens qui ont monté des usines qui produisent des outils, des machines ou des engrais ou des pesticides pour l'agriculture conventionnelle. Évidemment, ces gens-là ont envie de rentabiliser le plus longtemps possible leurs outils. Voilà. Alors, si je creuse un tout petit peu ce dernier point, ces gens-là ne font pas forcément preuve d'une grande honnêteté. Un récent article qui démontrait que 98% des sols de France sont pollués par des pesticides, alors c'est beaucoup, parce que c'est beaucoup plus qu'il n'y a de sols traités. La surface agricole en France, c'est 55% du territoire. Ça veut dire qu'entre les circulations d'aérosols et d'eau, la pollution arrive bien ailleurs que là où elle est. Mais cet article, qui a été beaucoup cité pour dire, voilà, pratiquement tous nos sols sont pollués, il y en a un autre absolument génial qui a été fait par les Suisses. Alors eux, ils ont des vallées, donc les pesticides, c'est jusqu'à mi-pente maximum. Puis ils ont regardé où est-ce qu'il y avait des pesticides déposés dans l'environnement. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, il y en a partout, même au sommet des montagnes. Ça ne reste pas en place, ces trucs-là. Alors tout le monde a discuté là-dessus, c'est bon. Mais moi, en lisant l'article, il y a un truc qui me fait pouffer de rire, parce que ça montre une forme de malhonnêteté. C'est qu'il y a notamment des pesticides qui sont encore là, alors que vu la durée de vie qui est annoncée par les fabricants, ils ne devraient plus y être. Et vous savez quoi ? Quand vous lisez l'article, vous apercevez que la durée de vie des pesticides dans l'environnement a toujours été sous-estimée. C'est bizarre. Parce que ça arrive qu'on fasse des erreurs sur une question aussi délicate que de savoir le comportement d'une molécule dans l'environnement. C'est, à vrai dire, assez imprédictible. Mais une erreur aléatoire, par définition, sa moyenne est centrée sur 0. Pas sur plus 10 ans. Et ça, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment de la malhonnêteté. On va discuter, j'imagine, avec vos questions, vos remarques tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne sur deux éléments que tu mentionnes dans ton article du 2 février 2024. Le premier, c'est ton parti pour des cultures mélangées. Ton parti pour les cultures mélangées, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ? Et puis le deuxième point, c'est les cultures sans labour. Commençons par les cultures mélangées. Mais baladez-vous dans n'importe quel écosystème un peu spontané, ou même une forêt qui n'est pas tout à fait spontanée, parce qu'il y a un sylviculteur qui choisit certaines essences, c'est toujours mélangé. Bon. L'intérêt de mélanger des plantes, alors il faut bien choisir son mélange, c'est qu'en fait vos plantes ne vont pas exploiter exactement les mêmes ressources. Bon alors, ne nous leurrons pas, elles vont être en compétition. Je dirais, elles ont toutes besoin de lumière, elles ont toutes besoin d'azote et de phosphate, d'accord, mais elles ne vont pas vraiment l'exploiter de la même façon. D'ailleurs, elles ne sont pas forcément attachées aux mêmes champignons. Oui, parce que c'est les champignons qui exploitent le sol, vous vous souvenez. Et ces champignons, donc, étant différents, ils ne vont pas vraiment exploiter le sol de la même façon. Le bilan, c'est que vous allez mieux exploiter votre sol. Mais alors, l'exemple paroxystique, je pense, c'est le mélange céréales-légumineuses. Genre une fève et puis de l'orge. Bon. Vous faites votre culture mélangée. Alors, comme me disait un vieil agronome, un ami de la Cité botanique de France, ouais, Marc-André, mais c'est n'importe quoi. On voit que c'est pas toi qui récoltes. Récolter des fèves et des céréales, oui, sauf que maintenant, le machinisme agricole, il sait faire. Maintenant, avant, on ne pouvait pas récolter. Effectivement, maintenant, on sait récolter de calibre. Bon. J'en reviens à mon hectare, là, où j'ai produit un peu de fèves et un peu de céréales. Bon, évidemment, j'ai produit moins de céréales que si j'avais mis que des céréales et moins de fèves que si j'avais produit que des fèves. Mais interrogeons-nous. Quelle surface me faut-il pour produire autant de céréales si je les cultive pures? Et quelle surface me faut-il pour produire autant de fèves si je la cultive pure? Eh bien, vous trouvez 1,4 hectares en moyenne. Parce qu'en fait, vous utilisez mieux les ressources. Là où c'est particulièrement paroxystique, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie,
vous avez des arbres au-dessus de céréales ou de choses comme ça. Alors évidemment, il y a de la compétition pour la lumière, et bon. Mais, attention, les feuilles des arbres sortent bien plus tard que les céréales, par exemple, ou les plantes annuelles que vous cultivez en dessous. Et elles restent après que vous ayez récolté vos plantes annuelles. Donc la compétition pour la lumière, en gros, c'est 1 à 3 mois. Donc vous utilisez mieux la lumière. Quant aux racines des arbres, en compétition avec des plantes annuelles en surface, elles vont vraiment aller en profondeur et permettre d'exploiter le sol sur toute sa profondeur et non pas simplement sur ce qui exploite les annuelles. À Montpellier, le laboratoire de Christian Duprat a étudié sur 14 ans céréaliculture sous peuplier. Et ils ont comparé ce que ça donnait en accroissement de bois et en céréales à la surface qu'il faudrait en pure forêt et en pure céréale pour produire autant. C'est amusant, on retrouve 1,4 hectares aussi. Si vous les séparez, vous produisez autant que sur un hectare mélangé sur 1,4 hectare. C'est ce chiffre-là qui est quelle surface il faut pour produire autant que sur un hectare mélangé quand on sépare, ça s'appelle le Land Equivalent Ratio, le LER. Et il y a des formes d'arboriculture avec du maraîchage en dessous où vous obtenez un LER de 2 à 2,5. Ça veut dire que vous produisez sur un hectare ce que vous produisez sur 2 hectares à 2 hectares et demi. En réalité, ça me rappelle que les jardins créoles sont mélangés et ont des plantes qui ont des moments de développement et des étagements variés, que d'ailleurs une bonne partie de l'Amazonie, sans doute 30%, a été gérée, avant que les maladies des Européens ne tuent les Amazoniens, a été gérée en jardin créole, en agroforesterie étendue. D'ailleurs, là où ce n'était pas l'agroforesterie, les cultures, c'était quoi? C'était la mille-pas. Vous vous souvenez? Non. Vous vous souvenez pas? Vous n'étiez pas né? C'était en 1600 et quelques. Ça se pratique encore, mais c'est résiduel. C'est maïs, dedans on plante du haricot qui s'enroule. Tiens, céréales plus légumineuses. Et puis en couvre-sol, pour éviter d'avoir à trop désherber, on fait courir un truc pas forcément très très vital pour l'alimentation, mais enfin, bon, ça peut toujours changer, des courges. Et ça évite de désherber. Tiens, les couvre-sols. Alors ça vous raconte ce 1,4 et qui peut monter jusqu'à 2, 2,5, que tous les gens qui disent qu'on va affamer l'humanité si on déroge à l'agriculture conventionnelle, dès que vous entendez cet argument, vous pouvez oublier, c'est quelqu'un qui n'a pas lu les travaux. Enfin, si, il a lu les travaux qui montrent l'efficacité du conventionnel, mais il n'a pas lu les autres travaux, y compris des travaux de modélisation de l'INRAE qui montrent qu'on peut très bien nourrir l'humanité. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il y a des façons de gagner en productivité. Et c'est aussi important parce que ces écosystèmes mélangés, les maladies se propagent moins facilement. Donc c'est une des façons de baisser les pesticides. Donc ça coche 2 cases. Mais ne vous laissez jamais embarquer dans ces propos que ça ne nourrira pas l'humanité. Il faut voir les chiffres, les opinions de comptoir du genre « Oh, bah ça ne le fera jamais ça ». On s'en branle. C'est pas comme ça qu'on gouverne l'avenir de l'humanité. On paye des impôts qu'on met dans une science qu'on appelle l'écologie, et ben on l'applique à l'agronomie, ça s'appelle l'agroécologie, ou sinon on arrête de payer des impôts. Et d'ailleurs, en fait, vu ce à quoi je sers l'écologie, on pourrait presque arrêter de payer des impôts. Ça ne changerait pas grand-chose à notre sort, qui sera funeste si on continue avec l'agriculture conventionnelle. Mais en revanche, réellement, il y a dans l'agroécologie non seulement des solutions... Alors, ce n'est pas des solutions à 100%, ça ne va pas être un pique-nique, okay, ça ne va pas être une partie de plaisir, mais non seulement il y a des solutions, mais en plus, il n'y a pas l'ombre de l'inquiétude d'une famine. La culture sans labour. Alors, tu as raison, il faut quand même qu'on récapitule un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut pour un sol? Il faut ce qu'il a toujours eu, c'est-à-dire il doit recevoir de la matière organique. Et donc, il faut au maximum amener de la matière organique au sol. Ça peut être des restes d'élevage, ça peut être les poubelles de nos cuisines, un peu compostées ou pas, notre urine et nos fesses. C'était le cas autrefois. Autrefois, à Paris, vous aviez des fosses d'aisance et on ne payait pas pour faire vider sa fosse d'aisance. C'était les agriculteurs qui payaient pour qu'on leur amène la fosse d'aisance. Et ça servait d'engrais. Je vous recommande l'excellent livre de Sabine Barle, L'invention des déchets urbains. Vous y découvrirez des tas de trucs, et notamment l'économie de ces sociétés qui juste transportaient de la merde.
des villes vers la campagne, que ce soit Paris, Lyon ou Marseille. Donc, on amène de la matière organique qui sera à la fois de la matière organique et, en se décomposant, de l'azote et du phosphate. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas compléter un peu par des engrais minéraux. Deuxièmement, on ne laboure plus, on fait de l'agriculture sans labour. Alors, elle pose encore des problèmes pour désherber. On n'a pas toujours du bétail pour venir désherber avant les semis. On n'a pas toujours la chance d'être dans une région où les plantes annuelles gèlent en hiver, et souvent on utilise du glyphosate. Mais malheureusement, parce que le glyphosate n'est pas bon pour le sol du tout, malheureusement c'est moins pire que le labour, le glyphosate. Et la vérité, c'est que l'agriculture dite de conservation, qui ne laboure plus et qui désherbe au glyphosate, à laquelle on reproche beaucoup d'utiliser du glyphosate, sachant qu'elle n'utilise pas plus que le conventionnel, ou qu'elle, pendant ce temps-là, on ne dit rien, mais bon. Cette agriculture qui ne laboure plus et qui désherbe au glyphosate, elle redresse la vie des sols de 25 à 30%. Ça pourrait être plus sans glyphosate, mais dans l'état actuel des connaissances, sur des grandes surfaces, on ne va pas désherber à la main, on ne va pas faire des paillages ou des mulches, d'accord ? On n'a que ça. Bon. Donc, il faut amener de la matière organique, il faut éviter de labourer, et il faut toujours planter le sol, il faut toujours qu'il y ait des plantes dessus, notamment pour entretenir tous les microbes auxiliaires, mais aussi parce que les plantes que vous aurez fait pousser, que vous n'aurez pas pu récolter, alors déjà, ça pourrait être malin de les récolter là où elles poussent bien. Si jamais vous arrivez, dans certaines régions humides, c'est possible d'avoir des cultures intermédiaires. Vous savez, les cultures intermédiaires, c'est celles qui sont entre les deux cultures majeures. Si vos cultures intermédiaires sont productives, dans ces cas-là, on les appelle des cultures dérobées d'ailleurs, dérobées au temps. Vous utilisez l'hiver pour faire pousser quelque chose. Vous pouvez arriver à produire sur 1 hectare ce que vous produiriez sur 1,8 hectare si vous semiez votre culture dérobée à la belle saison sur un espace séparé. Oui, vous y êtes ? C'est-à-dire que si, au lieu de faire votre culture dérobée qui va mal pousser, vous la faites sur une année unique, en culture majeure, vous obtenez un certain rendement. Et en fait, si vous faites votre alternance, alors ça c'est valable pour des régions à climat, à climat humide et pas trop froid, vous pouvez produire sur 1 hectare ce que vous produiriez sur 1,8 hectare si votre culture dérobée, vous la semiez l'année suivante, au lieu de la semer en hiver. D'accord ? Si vous faisiez ça sur une surface où vous ne produisez que ça pendant 1 an. Donc, on retrouve cette histoire-là. Et puis alors, cette matière, si jamais vous ne récoltez pas, la matière de la culture intermédiaire, vous la broyez au sol ou vous la glyphosatez, vous vous débrouillez et elle retourne au sol et ça fait de la matière organique. Rebelote, c'est bon, ça recoche une case. Donc voilà, on ne laboure pas, on apporte de la matière organique et on cultive tout le temps, ce qui au passage d'ailleurs amènera un peu de matière organique. Et ça, c'est des principes assez simples qui n'empêcheront pas des fois d'avoir besoin de pesticides ou d'engrais, mais qui vont limiter ces gestes à des compléments. Voire peut-être, dans un temps lointain où on aura amélioré les itinéraires techniques, à les supprimer, au moins de certains bassins de production. Juste une chose, mettre du glyphosate pour protéger le sol parce qu'on ne le laboure pas, je sens qu'il y en a qui ne sont pas contents. Je l'ai vu dans vos yeux, mais si vous aimez le bio, rappelez-vous que le bio laboure, parce que c'est sa seule façon de désherber. Donc, le bio, il est bon sur tout un tas de paramètres parce qu'il amène de la matière organique comme engrais, il n'amène pas des engrais minéraux, il n'amène plus de pesticides, c'est génial, mais il laboure. Donc le sol continue de s'éroder 10 fois plus vite. Et comme il est très aéré, on a beau amener de la matière organique, les teneurs en matière organique des sols d'agriculture biologique se redressent peu, voire parfois pas. Donc, le bio, c'est bien, mais pas complètement bien pour les sols. L'agriculture de conservation, alors c'est 10% de la surface agricole utile en France. L'agriculture dite de conservation, celle qui ne laboure pas mais qui glyphosate, c'est plutôt bon pour les sols, c'est quand même pas parfait. Tout ça, c'est des solutions imparfaites à des problèmes qu'il faudra continuer de solutionner, mais ce n'est pas parce qu'il y a un pas en avant qui a été fait dans ces deux directions qu'il faut taper dessus. D'autant qu'on tape sur le bio parce qu'il utilise du cuivre comme pesticide, on tape sur l'agriculture de conservation parce qu'il utilise du glyphosate. Mais que fait l'agriculture de conservation ? Sinon utiliser l'agriculture conventionnelle. Que fait l'agriculture conventionnelle sinon d'utiliser les deux ?
Hein? À un moment, ça va les procès, mais tous les coupables à la même enseigne. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution parfaite. On a deux choses qui vont dans la bonne direction. C'est le bio et l'agriculture dite de conservation, dont je rappelle qu'elle ne laboure pas et qu'elle couvre toujours le sol avec des cultures intermédiaires, récoltées ou non. Avant de vous passer la parole, je voudrais faire un petit point sur quelque chose qu'on évoque rarement, qui nous éloigne un tout petit peu de ton sujet, mais pas vraiment, puisqu'il s'agit du sol quand même, du sol qui est accaparé par d'autres. Alors, je tiens à préciser qu'entre 2000 et 2016, 42 millions d'hectares ont été vendus par des pays à d'autres pays. Bon, ça c'est un point quand même qu'il faut avoir en tête parce que c'est un vaste monopoly du foncier et de l'agriculture en particulier. Sur ces 42 millions d'hectares, 24 sont dédiés à l'agriculture, 12 à l'exploitation forestière et le reste pour le tourisme ou l'implantation d'usines. Alors qui est-ce qui achète des terres ailleurs que chez eux? Eh bien c'est en premier la Malaisie, puis la Chine, les États-Unis, Singapour, l'Arabie Saoudite, les Pays-Bas, dans l'ordre. Hein. Donc c'est des pays de taille tout à fait différente, mais qui ont les moyens d'acheter des terres. Et qu'est-ce qu'ils vendent? Eh bien, la République démocratique du Congo, l'Ukraine, par exemple, on a vendu pas mal, l'Indonésie, le Cameroun, le Mozambique, le Soudan, le Libéria. Le Libéria, c'est même assez impressionnant, puisque c'est plus de 15% de la superficie du pays qui a été vendue, donc c'est considérable. Et alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en achetant ces terres à l'Éthiopie ou ailleurs, ce n'est pas pour cultiver ce qu'on y cultivait auparavant. C'est précisément pour y cultiver ce dont le pays acheteur a besoin ou croit avoir besoin pour sa propre population. Donc là, on a vraiment un système de transfert d'agriculture et de modalités de mise en œuvre, et puis aussi de savoir-faire, et puis aussi de structuration des villages, etc., qui sont modifiés. Hein, dans les terres éthiopiennes achetées par la Chine, ce sont des paysans chinois qu'on va implanter sur place, et les paysans éthiopiens sont virés de leur propre village et de leur propre histoire. Donc c'est des changements, on n'en parle pas beaucoup, ça ne fait pas la une de la presse, parce que ce n'est que 42 millions d'hectares, mais c'est des tendances qui sont très importantes et qui nous montrent à quel point, tout à l'heure on disait que les sols, il ne fallait pas parler du sol, mais des sols, et il ne faut pas parler de l'agriculture française ou de l'agriculture de l'Union européenne, il faut l'inscrire dans ce phénomène de mondialisation. Donc je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, ce n'est pas trop ton thème. Non, mais c'est intéressant bon, alors c'est pas une tendance effectivement énorme quantitativement, mais elle signe bien des pays qui sont riches et qui commencent à avoir effectivement un peu suroccupé leurs terres agricoles ou densément peuplées. Les Pays-Bas, c'est ça, hein, c'est quand même les plus hautes densités d'Europe. Donc où effectivement, il faut aller chercher de la place à côté. Mais quelque part, ça me paraît être une forme molle et tardive de quelque chose que les Européens ont initié, ce qui s'appelle la colonisation, quoi. C'est à l'échelle augmentée. Oui, c'est une forme de colonisation, mais c'est augmenter la surface dont on extrait des ressources pour une population donnée. Je souhaite bon courage à ceux qui font leur autonomie alimentaire sur des terres qui sont à l'étranger, parce que je pense que s'ils commencent à avoir des tensions sur la nourriture, c'est plutôt ceux qui auront préservé leur sol, qui auront encore de quoi manger chez eux, que ceux qui auront acquis chez d'autres où ils ne font pas la loi, où ils ne feront pas la loi, des sols pour compenser. En tout cas, bon, ça revient à dire qu'aujourd'hui, on a sur la table une loi qui est la loi zéro artificialisation nette pour la France. Alors du coup, je ramène ça, tu vois, ici, mais qui est un peu un impératif. L'idée, c'est que on ne puisse plus artificialiser sans désartificialiser. Et en fait, les élus ne se sont pas trompés. Comme on ne peut pas désartificialiser facilement, c'est-à-dire révéler des sols là où il n'y en a plus, bah c'est un peu du zéro artificialisation brute. Cette loi, elle a deux péchés d'origine et une qualité. Les deux péchés d'origine, c'est que, en gros, c'est une égalité de surface. Si tu recouvres du sol, bah, il faudra que tu en découvres, peu importe si les rôles écologiques sont les mêmes. Donc c'est une égalité de surface, mais pas une égalité de fonction. Est-ce que ces surfaces ont des rôles équivalents dans la purification de l'eau, dans le stockage de l'eau, dans la production alimentaire? Ça, la loi, elle s'en fout. Elle est comptable.
La deuxième chose, c'est que c'est pour 2050, donc en gros, avec une atténuation progressive, avec un demi-objectif, réduire de 2 l'artificialisation en 2032. En gros, c'est une loi pour nos enfants. C'est encore un de ces moments où on dit, bah voilà, les enfants, ouais, j'en vois là qui pourraient être mes enfants, bah les enfants, papa n'a pas été capable de faire les choses, et d'ailleurs, même maintenant, il ne peut pas, mais vous le ferez. D'ailleurs, on a fait une loi pour vous y obliger. Vous pourrez penser à nous comme ça, les enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, c'est une loi donc, qui a ces deux péchés, mais elle a quand même une vertu, c'est de prendre conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le foncier et qu'on artificialiser, c'est un problème. Néanmoins, elle a été quand même assez efficacement dévitalisée par le Sénat, où sont remontées les plaintes des élus locaux. Et aujourd'hui, elle se solde souvent par plus de papier à remplir pour faire comme avant. Solution très française. Et donc, cette loi que certains élus de la République se permettent, d'ailleurs, alors qu'elle a été votée, de montrer du doigt. Il y a un petit imbécile dans une région de France que je ne vais pas citer, qui nous dit que c'est ruralicide. Qu'est-ce qui est ruralicide? Une loi pour protéger l'activité agricole ou d'abolir cette loi et de laisser les grandes villes grandir, sachant que quand une grande ville grandit, quand Issoire grandit par exemple, pour prendre un exemple en Rhône-Alpes, Auvergne, quand Issoire grandit, c'est les maisons de Boude qui s'effondrent, parce que dans une population à la démographie vasouillante, quand une ville grandit, c'est qu'il y en a une autre qui s'effondre, qui se réduit, et dans laquelle, effectivement, les services publics vont disparaître. Ce qui est ruralicide, c'est de ne pas aménager son territoire. Et pas aménager son territoire, c'est de laisser grandir les villes où elles veulent et de laisser s'écrouler les autres. Donc, il y a un moment, il faut se calmer, quoi. Il y a des lois votées, et donc, à un moment, il faut respecter les lois. Et puis, aussi, il faut respecter le bon sens. Dans un pays dont le climat s'assèche en été, ça aussi, ça donne envie d'avoir de la matière organique dans les sols, et dont le climat part un peu en vrac, on sent bien que la production alimentaire ne va pas forcément rester aussi somptueuse qu'elle est, et on a un besoin impératif, non pas de raconter des conneries, mais de maintenir les moyens de produire de la bouffe pour nos enfants. Et ce n'est pas en l'achetant ailleurs qu'on le fait durablement, parce que ça, si jamais il y a des tensions sur la nourriture, les terres qui ne sont pas chez vous, vous ne les garderez pas longtemps. Oui. Alors moi, sur cette loi que j'ai bien étudiée, je la critique. Parce que je crois que, compte tenu de la géographie de la France, de l'enjeu de la France par rapport à l'Europe et par rapport au monde dont je parlais tout à l'heure, il faut qu'on soit beaucoup plus dans le cas par cas. Parce qu'il y a des zones humides, parce qu'il y a des forêts, etc. Et donc la loi qui est une loi décidée d'en haut et imposée partout, pour moi n'est pas une bonne idée, parce que précisément la démarche écologique, c'est de saisir les spécificités à chaque fois des interrelations, etc. etc. Donc, j'entends en même temps, parce que c'est lié à cette loi, tout d'un coup une sorte de diabolisation de la maison individuelle. Or, je considère que le jardin potager, c'est un éco-geste. C'est le premier éco-geste même que chacun peut faire. Donc, quand la ministre, elle a disparu, enfin, elle n'a pas disparu comme ministre, elle a disparu comme ministre, mais elle est chef de l'énergie ou je ne sais pas quoi, là. Elle s'appelait Vagron, ça vous dit quelque chose, Emmanuel Vagron. Bon, elle était là, elle diabolisait la maison individuelle. Elle habite une villa à côté du bois de Vincennes, mais enfin ça c'est autre chose. Et elle disait, voilà, il faut supprimer les pavillons, les pavillons de banlieue et les pavillons de partout, parce que c'est énergivore en énergie, c'est en même temps, ça bouffe, ça bétume, pardon, et ça bétonne aussi partout. Et donc, il faut s'en prémunir. C'est une absurdité, c'est un truc vraiment de technocrate parisien qui n'a pas compris à quel point il n'y a pas de maison sans jardin. Et le jardin, c'est ce rapport aussi que chacun d'entre nous entretient à la nature. Ce qu'il faut éviter, c'est que le jardin soit précisément goudronné. Ça, c'est autre chose, parce qu'on le voit, ça. Moi, j'ai dirigé une thèse sur ce sujet, sur la banlieue parisienne, où effectivement, là où il y avait des jardins, et bien maintenant, pour que le deuxième 4x4 puisse être garé, eh bien, on a asphalté. Bon, voilà. Donc, il faut être excessivement prudent là-dessus. La question du zéro artificialisation du sol, si c'est un moyen d'éviter l'extension des zones commerciales,
je suis tout à fait pour. Si c'est un moyen de réduire l'extension des parkings, je suis tout à fait pour. Mais je ne pense pas que ce soit une idée qu'il faille imposer systématiquement comme étant la solution. Non, parce qu'il y a des différences paysagères, des différences de population, de savoir-faire, etc., de pratique. Il faut rentrer plutôt dans une approche à partir des usages. Et si on ne change pas les mobilités, si on ne modifie pas les modes de circulation, etc., forcément, on continuera comme avant. L'idée, là, vous voyez, de substituer à la voiture à essence une voiture électrique, eh ben, ça ne change rien. Ça ne change rien, il y aura le même réseau autoroutier, il y aura le même réseau, alors ce ne seront plus des garages avec des pompes à essence, mais ce sera pour recharger ses batteries, donc ça ne change rien là-dessus. Donc ce qui nous oblige, encore une fois, à écologiser notre esprit. Je le répète à chaque fois, à chaque séance, parce que je pense que c'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est quoi écologiser notre esprit? C'est saisir toute situation, tout sentiment, toute attitude, toute politique à partir de cette trinité importante qui est de saisir ces éléments dans leur processus historique, dans leur interrelation, dans leur transversalité. Et c'est à partir de là où on pourra comprendre effectivement ce qu'on peut faire là et qu'on ne pourra pas faire ailleurs. Peut-être que, alors je vais mentionner un mot qui est un petit peu à la mode dans des tout petits milieux, mais c'est ceux que je fréquente et que j'aime bien, c'est le mot biorégion. Peut-être qu'il nous faut inventer des biorégions qui ne correspondent pas nécessairement aux 13 régions décidées par Paris aujourd'hui, et puis qui ne correspondent pas non plus aux 90 et quelques de départements si on ajoute les dom-tom, etc., etc. Donc ça veut dire aussi qu'il nous faut repenser les modalités territoriales du politique. Et ça, c'est quelque chose qui doit mobiliser l'ensemble des citoyens, et je mets dans les citoyens, y compris les enfants. Moi, depuis longtemps, j'écris beaucoup sur les enfants, et je réclame le droit de vote à 12 ans. Ça fait toujours rire les élus, etc. Mais je donne des exemples qui sont convaincants en Espagne, en Italie, et ça marche. Et non, nous, on les met. Tu parlais tout à l'heure des enfants, effectivement. Alors les enfants, on vous a fait une bonne loi. Bon, hein, c'est quand même Humboldt qui, le premier, parle des générations futures en 1800. Donc, vous voyez, ça ne rajeunit pas. On a oublié ça. Et un peu à la même période, il y a un autre gars qui s'appelle Parmentier, qui est un type qu'il faut redécouvrir, qui est passionnant, qui va introduire, non pas la pomme de terre, elle était déjà là, mais il va la généraliser, il va surtout démontrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec la pomme de terre, et surtout qu'on peut la planter dans des terrains, dans des sols sablonneux. Bon, les sablons, vous connaissez cet arrêt de métro vers Neuilly, hein, dans ce terrain-là que Parmentier a expérimenté en grand la culture de la pomme de terre. Donc je crois que là aussi, il nous faut être plus dans l'expérimentation, dans les alternatives, et non pas dire que c'est soit l'agroécologie, soit tout bio, ou soit que les méchants productivistes. Il faut qu'on puisse expérimenter partout un certain nombre de nouvelles modalités, de nouvelles façons de faire, de penser et de vivre. Voilà, la question, la contestation, tout, c'est à vous. Je passe le micro. Qui veut intervenir ? Il faut se présenter. Alors, je suis Pierre-Marie Tricot, je suis paysagiste, mais j'ai été agronome dans une vie antérieure. Et j'ai un lointain souvenir du cours de Michel Sébillot sur le labour qui m'avait beaucoup marqué parce que je me disais, tiens, c'est un seul geste qui a plein de conséquences différentes. Et je me disais, ça montre la complexité du vivant. Alors depuis, j'ai en effet appris que le labour, c'est pas top, mais je ne vous cache pas que justement, n'étant pas agronome dans ma pratique, ça m'a toujours surpris parce qu'on a fait beaucoup de bêtises depuis 200 ans de révolution industrielle et même surtout depuis le dernier demi-siècle, en oubliant un certain nombre de règles que nos ancêtres connaissaient. On a eu une grande productivité, mais sans voir les conséquences à long terme. Mais le labour, ça fait 10 000 ans qu'on laboure. Et en 10 000 ans, on ne s'est pas rendu compte que c'était problématique. Voilà, c'est ça qui me surprend. Ben, si, la preuve, vous l'avez devant les yeux, mais vous ne la lisez pas comme une preuve. Allez visiter les grandes cités antiques du bassin méditerranéen. Regardez autour des villes qui, évidemment, ont été installées sur des grandes plaines fertiles. Regardez les sols. C'est vrai, les sols méditerranéens, ils sont souvent pas épais. Ah ben, ils sont plus.
épais. Les concentrations, il y a un certain nombre d'éléments qui ne s'érodent pas, qui restent sur place, qui ne sont pas entraînés par l'eau. Ces espèces de caillasses qu'on a autour des grandes villes méditerranéennes, je peux dire que ces éléments-là, dans le beryllium en particulier, sont extrêmement abondants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce qui vous reste de 2-3 mètres de sol. Oui, le laboratoire, il existe. Le laboratoire existe. Il existe sur plusieurs millénaires dans les zones qui ont été cultivées autour de la Méditerranée, avec une araire et puis avec une charrue, et il faut dire aussi surpâturé, parce que ça n'aide pas, hein. Ça favorise l'érosion. Ensuite, dans les autres endroits, comme le bassin parisien, où on a 3-4 mètres de sédiments de leuses qui permet à ce sol finalement de se maintenir, même si ils évacuent, on a ces histoires de reconcentration du beryllium par rapport à l'attendu ou par rapport à ce qui se passe dans les forêts. On voit visuellement le nombre de fois où quand vous rentrez en forêt, vous montez. Regardez ça. Si vous ne montez pas, c'est que c'est une jeune forêt. Si vous montez, regardez les vieilles cartes, vous verrez c'est une vieille forêt. On sait que les sols s'érodent 10 à 20 fois plus vite quand ils sont labourés. C'est un fait établi par donc, ces marqueurs de l'érosion, ces choses qui se reconcentrent d'autant plus vite que ça s'érode vite. C'est quelque chose qui est attesté pour les régions qui ont été longtemps labourées. C'est attesté aussi dans l'agriculture tropicale où là, il se trouve que le fait de labourer, ça va très rapidement faire partir le sol. En agriculture tropicale, c'est 10 à 30 ans de labour avant de perdre le sol. C'est pour ça que plus de 30% de la surface cultivée au Brésil est cultivée en agriculture de conservation. C'est parce que là, on a bien repéré le truc. C'est plus rapide en milieu tropical parce que les sols sont moins épais et n'ont pas la même logique. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais juste vous dire une chose, c'est que si la forêt amazonienne est défrichée, c'est pas qu'il y a des gens qui viennent installer des exploitations agricoles. C'est que c'est les gens qui étaient installés, qui ont labouré pendant 10-20 ans. S'il n'y a plus de sol, ils défrichent un nouveau carré de forêt amazonienne. C'est largement ça, la dynamique de déforestation. C'est pas que ça, bien sûr, mais c'est largement ça. Donc, il y a des preuves pour qui sait les observer, mais il est vrai que, en revanche, quand vous avez des sols épais, vous ne voyez pas sur une génération les effets de ce que vous faites. Et je terminerai en indiquant que les Amérindiens n'ont jamais labouré. Ils n'avaient pas de fer, donc pas d'araire, pas de charrue, et ils n'avaient pas d'animaux de traction. Ils avaient des animaux de bas, éventuellement, hein, avec les lamas, ils n'avaient pas d'animaux de traction. Donc, on a fait des civilisations entières sans labourer. Le labour, c'est un mythe occidental. Et j'insiste, c'est un mythe occidental. Moi, je vois les restes en Chine de l'agriculture avec des couverts permanents d'arachis où il n'est pas question de labourer, parce que si vous labourez, vous arrachez votre couvert permanent qui empêche les mauvaises herbes de s'installer et fixe l'azote. Donc, je sais que c'est contre-intuitif, hein. Moi, quand j'ai découvert ça, au début, j'ai pensé qu'un certain nombre de collègues essayaient de se rendre malins, en étant provocateurs et paradoxaux. Mais non, labourer, la vie du sol n'est pas habituée au mouvement cisaillant, vous la tuez, d'ailleurs c'est pour ça que ça défriche, que ça désherbe. Labourer, vous aérez le sol, et ça profite aux bactéries qui ne meurent pas du labour, vous détruisez du coup vos stocks de matière organique, et donc labourer, vous érodez. C'est pas bon pour la vie du sol, c'est pas bon pour la matière organique, c'est pas bon pour la pérennité du sol. Mais effectivement, c'est des évolutions progressives, donc on s'en rend pas compte sur une génération. Mais il y a des points de bascule, comme toujours en écologie. Et dans les Hauts-de-France, par exemple, on voit très bien qu'on arrive à un taux de matière organique qui fait que là, il faut arrêter. Mais j'ai eu le même sentiment que vous, un peu avant. Oui, bonjour. En fait, c'était par rapport à justement toujours cette thématique du labour, parce que je pense que dire que il y a travail du sol et travail du sol, je pense, et en fait, il y a des bios qui doivent travailler beaucoup moins le sol que d'autres. Enfin, je pense que il y a des exemples, quoi. Enfin, quand j'avais été à Paysagie de Marciac, vous y allez aussi, il y avait un agriculteur là, qui avait fait du sans-labour pendant des années parce qu'il voulait que son sol, c'était en coteau, donc il ne voulait pas d'érosion, donc il a pris cette pratique-là. Et après, il avait décidé de passer au bio, et il ne faisait pas du bio sans labour parce qu'il était obligé de faire un peu de travail du sol, mais presque. Et donc finalement, je me demande en fait, est-ce que
c'est quand même possible apparemment c'est quand même possible peut-être de travailler quand même beaucoup moins le sol et donc de le préserver en faisant du bio. Donc ça c'était ma première question. Et après la deuxième question c'est de se dire ces Amérindiens là dont vous parlez, ils n'utilisaient pas non plus de pesticides. Donc est-ce qu'on finalement on ferait pas mieux de jardiner à nouveau, de produire notre alimentation en y consacrant beaucoup plus de temps et donc en préservant, en ayant une pratique saine, quoi. Enfin, moi, finalement, c'est la solution finale à laquelle que je vois, quoi. Alors, je vais, avant de répondre sur cette question finale, là, je voudrais insister sur le fait que il y a des peines, il y a des crimes qui sont passibles de plus ou moins lourdes peines, effectivement. Donc, il vaut mieux faire un petit crime qu'un gros crime, mais quand même, pas de crime, c'est mieux qu'un petit crime. Alors, quand vous travaillez le sol, vous commencez toujours à partir de la surface. Or, c'est là que tombe l'essentiel de la matière organique. Donc c'est là qu'il y a le maximum de vie parce que c'est quand même ce qui soutient le plus la vie dans le sol. Donc vous commencez par le plus vif. Cela dit, c'est vrai que moins vous labourez souvent et moins vous labourez profond, mieux c'est. Mais ce n'est pas parfait. En particulier, ce n'est pas parfait pour refaire vos stocks de matière organique. Et ce n'est pas parfait pour avoir une porosité durable qui dure jusqu'aux saisons sèches. Il y a des techniques culturales simplifiées, par exemple, où vous avez des travaux très superficiels. Bon, mais ce qu'on voudrait, c'est arriver à s'éviter d'avoir à travailler le sol. Pour plusieurs raisons. Une raison énergétique, ça coûte de l'énergie, et ça fait un passage de machine, donc ça tasse. Des raisons aussi donc, de vie du sol, pour maximiser la vie du sol, et puis des raisons d'érosion. Je pense que c'est assez incontournable, mais après, il y a des régions où on ne peut pas faire sans. Vous prenez des sols limoneux en Bretagne, par exemple, donc avec un climat humide, le pays du Léon, par exemple, moi, je n'imagine pas un itinéraire technique sans labour, dans l'état actuel des connaissances. Bon. Maintenant, sur des petites surfaces, vous pouvez très bien faire de l'agriculture biologique de conservation. Parce que sur des petites surfaces, vous pouvez soit désherber à la main, soit utiliser des tapis, des paillassons, alors pas de plastique, pas de bâche en plastique, c'est pas très bon, le plastique, ça pèle dans le sol et c'est très mauvais pour le sol, mais des paillassons de chanvre, ou des mulches de Voay, ou des mulches que vous obtenez en mobilisant les déchets de jardinage de la plateforme de la déchetterie du coin, vous pouvez utiliser des couverts de matière organique pour désherber en hiver. Ou désherber à la fin de l'hiver. Vous y êtes juste avec un paillage. Donc, sur des petites surfaces, aujourd'hui, on peut faire une agriculture biologique de conservation. Le vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, sur les grandes surfaces, on fait soit bio, et on laboure pour désherber, et bien quand même, il faut niquer les rhizomes de ceux qui repoussent, ou alors on fait une agriculture de conservation, et là, on utilise du glyphosate. Je dirais que c'est pas parfait, et que la messe n'est pas dite. Si au XVIe siècle, tout le monde se dit « non, mais de toute façon, on volera jamais », on ne volera jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on aurait juste le choix entre ce qui existe maintenant? Mais enfin, j'en reviens à ces impôts que vous payez pour faire de la recherche. C'est juste pour faire beau? Non, ça va bouger. Surtout, il ne faut pas démonter les tentatives qui sont déjà allées dans la bonne direction. Et là où je vous rejoindrai, c'est que de toute façon, ce qui marche toujours, c'est des cocktails qui changent selon les types de sols, parce qu'on n'a pas le temps de faire de typologie, mais je vous dis, en Bretagne, il y a des coins, moi je labourerais quand même actuellement encore. Il va falloir voir ce qu'on veut produire, quel est le sol, et là, on aura des cocktails différents. Et dans ces cocktails, il n'y aura pas qu'une seule solution, c'est sûr. Et en particulier, moi, tout autant que je dis qu'il est possible qu'on ait toujours besoin d'utiliser un peu de pesticides, tout autant je dis qu'on aura peut-être toujours besoin d'utiliser un petit peu en complément d'engrais minéraux. Et il est bien possible que des fois, on ait besoin de labourer de temps à autre. Mais toujours, ça doit être un complément et pas le geste majeur. C'est comme ça que voilà, je vous décris une ligne d'horizon dont on ne peut pas savoir avant de l'avoir mis en œuvre et d'avoir quelques générations qui auront travaillé dessus si on l'atteindra ou si on s'en rapprochera seulement. J'avais une autre question du coup qui va dans la veine de celle-ci, mais sur les freins un peu qu'il y a du coup pour associer ces deux types. Vous les présentez plutôt comme deux types assez distincts et qui sont encore peu pratiqués de manière conjointe, du coup l'agriculture bio et la conservation des sols. Aussi, qu'est-ce qui manque
réglementairement, on va dire dans les règlements qui soient européens ou français sur l'agriculture biologique pour mieux les concerter dans les pratiques culturales. Et après, vous avez évoqué du coup sur la question de l'un des freins à l'agroécologie, du fait de l'oscillation des rendements. Du coup, est-ce que vous pourriez un peu détailler le processus qui fait qu'il y a ces oscillations-là, et est-ce qu'à terme, elles ne sont pas, du coup, si on installe du coup ce modèle-là sur le long terme, voilà, quel autre modèle du coup que l'agro-industrie actuelle on peut développer en parallèle pour imaginer un autre modèle du coup que le modèle agricole global actuel? Bon, alors, une fois de plus, hein, sur le bio et l'agriculture de conservation, il existe des gens qui font les deux, hein, sur des petites surfaces et en maraîchage. Il y a notamment dans le sud-ouest, hein, il y a régulièrement des journées de l'ABC, l'agriculture biologique de conservation. Donc, ce n'est pas inconciliable dans tous les cas, là encore. Hein. On voit qu'il y a une mosaïque de situations, et des situations où on n'arrive pas à les concilier, d'autres où on arrive à les concilier. Mais voilà. Maintenant, quels sont les freins à la transition? Alors, les freins à la transition, c'est d'abord que quand vous changez de pratique agricole, même si la pratique vers laquelle vous allez, elle marche bien, vous allez vous prendre les pattes dans le dispositif. C'est pas simple au début, vous savez pas bien faire les gestes, il va falloir vous équiper d'un autre machinisme, parce qu'après tout, quand vous ne labourez plus, vous n'avez plus besoin de votre charrue, mais il va vous falloir un semoir. C'est des semoirs très particuliers avec des disques qui enfoncent les graines. Il va vous falloir des semoirs particuliers pour semer vos graines. D'accord? Donc il faut s'équiper. Donc il y a un coût. Et ce coût, il faut qu'il y ait des aides à la conversion. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais on n'a plus d'argent. Oui, mais enfin, quand même, on vit dans des pays où on sait aujourd'hui que le coût de santé des produits chimiques qu'on emploie, alors tout produit chimique compris, hein, pas que les pesticides, tous, c'est pour l'Europe 1 à 3 milliards, c'est un marché pour ceux qui vendent ça de 1 à 3 milliards d'euros par an, et c'est un coût de santé pour nous tous en Europe de 10 à 30 milliards par an. Donc non seulement vous pourriez utiliser les économies sur les frais de santé que vous allez faire, mais en plus, vous pourriez aussi orienter la PAC. Ah ben merde, Marc, notre ami Marc Fesneau, bah, il a tout démonté là à l'Europe, hein, les peu d'efforts que la PAC faisait pour aller vers des pratiques plus contrôlées et plus organisées, tout a été démontré. Nous avons fait, nous a-t-il dit, en quelques semaines, des progrès que nous n'avions pas su faire en 20 ans. Je ne sais pas ce qu'il appelle progrès, mais ce que je vois, c'est que ça a été très vite, oui, ça c'est sûr. Donc, aujourd'hui, la PAC, c'est vous payez chacun, nourrissons compris, alors il n'y a pas beaucoup de nourrissons dans la salle, vous payez tous 120 € par an pour la PAC. Ça fait 8 milliards 200 millions d'euros que la France met sur la table. C'est normal de payer pour l'agriculture, mais ce n'est pas normal de ne pas savoir pourquoi on paye et de ne pas avoir de contrôle démocratique là-dessus. D'accord? Or, c'est ce qui s'est passé là. C'est ce qui se passe tout le temps avec la PAC, et là, le démontage du peu qui, dans la PAC, était fléché vers des restrictions d'utilisation de pesticides, des choses comme ça, tout ça a été démonté. En fait, donc, vous payez déjà un pognon de dingue, ok, pour l'agriculture. Donc, on pourrait déjà utiliser ça, et après, les économies sur la santé. Donc, il y a mais ça, c'est un problème sociétal, c'est pas un problème agricole, ce que je suis en train de décrire. Donc, il y a ce premier frein qui est l'argent, mais je ne pense pas que c'en soit complètement un. Mais il y a un deuxième frein qui m'inquiète plus. C'est qu'on ne fait pas beaucoup de recherche. Ben oui, parce que ni les privés pour qui le marché de l'agriculture de conservation ou le marché du bio n'est pas un marché énorme, vous vous rappelez, 10% pour le bio de la surface agricole et 4% pour l'agriculture de conservation. Donc ni le privé ni le public ne font de gros efforts là-dessus. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sème quand on fait du bio, de l'agriculture de conservation, des semences mélangées ou de l'agroforesterie? Qu'est-ce qu'on sème? La même chose, qui a été optimisée pour l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire pour que la plante pousse toute seule. Donc, en gros, quand vous faites aujourd'hui de l'agroécologie, quelle que soit sa forme, que ce soit du bio, de l'agriculture de conservation, de l'agroforesterie, vous essayez de danser le lac des cygnes en bottes. Et le résultat n'est pas très élégant.
parce que vous n'avez pas les variétés adaptées. C'est tout. Et vous ne les avez pas parce qu'il n'y a pas une forte recherche publique et que ceux qui produisent les semences n'ont pas de marché. Donc ils ne vont pas investir pour fabriquer. Alors, machinisme agricole, ça vient doucement. Mais pour faire des variétés ad hoc, ça, c'est un frein lourd. Parce que vous savez, la sélection variétale, c'est puissantissime. Et notamment, on aimerait bien voir une sélection variétale qui reprend les résistances spontanées et qui permet d'avoir soit des plantes cumulant des résistances spontanées aux maladies. C'est le cas de ces variétés de vignes, les Resdure que produit l'INRA, qui entassent 2 ou 3 résistances au mildiou, 2 ou 3 résistances à l'oïdium, et du coup, vous avez 7 fois moins de traitements. Vous économisez 800 € à l'hectare. Vous passez 7 fois moins sur la parcelle, vous tassez 7 fois moins votre sol. Vous y êtes? Et en plus, il n'y a plus de résidus de pesticides dans le pinard. Trop bien. Il y a aussi, mais ça n'existe pas encore commercialement. Enfin, si, ça commence à être. Il paraît qu'il y a 15% de la surface céréalière qui utilise ça, mais c'est encore embryonnaire. C'est mélanger des variétés de céréales qui mûrissent en même temps, d'accord, mais qui ont des profils de résistance différentes aux pathogènes. Comme ça, le pathogène, il a du mal à se propager, parce que chaque fois qu'il change de plante, s'il a réussi sur l'une, l'autre, elle n'a pas le même profil de résistance aux pathogènes, donc... Voilà, ça, c'est des choses qui passent par la sélection variétale, et avec les Resdure, ça existe déjà. Et qu'on n'a pas forcément, à grande échelle, on n'a pas forcément les plantes à planter dans ces agricultures-là, pour qu'elles soient vraiment rentables et plus assurées en rendement. C'est problématique. Bonsoir. C'est un peu le prolongement de la réponse que vous venez de donner. Je voulais vous demander si vous aviez quelques exemples que vous aviez observés et qui avaient le mérite d'être encourageants, donc à reproduire ou rejoindre ces exemples de bonnes initiatives, soit d'un territoire, soit d'une entreprise, soit de particuliers, dans le domaine de la conservation des sols et du réenrichissement des sols. Alors oui, j'en ai plein parce que bon, moi je suis souvent appelé à faire des formations d'agriculteurs sur les sols. D'ailleurs, j'en ai fait pas mal en janvier-février. Je peux vous dire qu'il y a un truc assez étonnant qui se passe dans ce pays, c'est que les gens sont à la FNSEA pour pas que ça choque le voisin qui n'y soit pas. Et j'ai pas senti le soutien de la base, moi. D'ailleurs, la FNSEA s'est recollée sur un mouvement un petit peu tard, mais il y a un problème dans ce pays de représentativité. Ça, j'ai pu le voir. Mais en fait, les gens que je rencontre, ils sont à 80% toujours des gens qui ont déjà une démarche et qui montrent que les agriculteurs, souvent, ont entrepris de faire des choses. Donc, je pourrais vous citer des tas d'exemples de gens qui font de l'agriculture de conservation. Ils n'y étaient pas obligés, mais à un moment, ils se disent non, c'est pas possible. D'autres qui voient leur armoire à pharmacie, comme ils l'appellent, leur armoire de produits avec des banderoles de signes de toxicité, qui se disent non, je ne peux pas continuer à contribuer à déverser ça dans le milieu. Donc des prises de conscience individuelles, il y en a, mais avec ce 10% de la surface en bio et 4% en agriculture de conservation, vous sentez qu'on n'est quand même pas sur un mouvement massif et qu'à un moment, c'est pas parce que dans une profession, il y a des curieux et des courageux et des originaux qu'on peut penser que ça fera tout le travail. Dans toutes les professions, il y a des gens qui ont besoin d'appliquer des règles bien éprouvées et qui sont des pousse-boutons. Voilà. Et c'est normal parce qu'on n'a pas forcément envie d'être agriculteur et chercheur en agroécologie. C'est pas du tout... C'est tout à fait logique que ces gens-là s'épanouissent ailleurs qu'en essayant de faire des expériences dans leur exploitation. Et que donc ils fassent leur travail d'exploitant et qu'après, quand c'est fini, ils ne soient pas en train de bouquiner des bouquins de 480 pages qui prétendent vous raconter d'où vient le monde. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de bons exemples, mais le vrai problème, et aujourd'hui sur tous les problèmes environnementaux qu'on a, c'est à quelle vitesse on va arriver à convertir le système. Et en réalité, on voit que dès que certains mouvements commencent à devenir significatifs en nombre, on se heurte à de très très grosses inerties. L'histoire des pesticides, récemment, en agriculture, est un bon exemple de ça. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète plus. C'est pas le côté réjouissant de voir qu'en fait, les solutions aux problèmes environnementaux, bien avant, ou en tout cas en parallèle de démarches de recherche, elles ont été en fait entreprises par des gens.
qui ont trouvé des solutions acceptables en plus. Ben voilà, merci beaucoup. Il y avait plein d'autres questions, hein. Moi, je suis très inquiet de la réduction, comme peau de chagrin, de la population d'agriculteurs. Et le fait qu'il n'y a pas de renouveau, qu'il n'y a pas de... Alors, il y a quelques tentatives, hein. Il y a Sylvus Campus, enfin, il y a des choses comme ça qui se mettent en place, mais c'est excessivement petit. Bon, et c'est pas un métier attractif, comme on dit. Alors, alors, c'est pour ça que la remarque que vous faisiez tout à l'heure est très juste. Voilà. Votre remarque est très juste, je disais, sur le fait que... voilà, parce que c'était aussi le schéma qui avait été proposé par Agnès Sinaï et puis Yves Cochet et d'autres, qui ont considéré que l'Île-de-France, en 2050, serait 8 biorégions et que la plupart des habitants seraient aussi, à un moment donné de la semaine et de l'année, agriculteurs. Donc, voilà. Mais ça, c'est une proposition théorique. Enfin, ça ne marchera pas comme ça, évidemment. Mais en tout cas, ce qui se cache derrière, c'est un vrai besoin de réenchanter l'imaginaire agricole. Et pour ça, moi, je vois deux pistes. La première, inévitablement, c'est de cesser l'imaginaire actuel qui est nocif et pas du tout attrayant. Il faut créer d'autres visions, et notamment l'idée que l'agriculteur ne fait pas que produire de l'alimentation, mais qui produit des paysages, il produit de la qualité de l'eau, il produit de la qualité de l'air, et il produit des actes sur le climat. Parce que quand vous stockez de la matière organique dans les sols, je vous rappelle que ça, c'est bon pour le climat, et en plus, ça pourrait être payé, parce qu'il y a des crédits carbone qui traînent. On voudrait que la FNSEA soit aussi mobilisée sur comment attribuer les crédits carbone à l'agriculture dès lors que les pratiques agricoles stockent du carbone dans les sols. Hein. On voudrait ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de réenchanter la vision des agriculteurs, qu'on a de l'agriculture. Et pour ça, moi je pense que une des solutions, c'est, et ça c'est une des choses pour lesquelles je me bats au sein de la Fédération Biogé, l'enseignement. Donc c'est une fédération qui regroupe le muséum, des académies comme celle des sciences ou d'agriculture, des sociétés scientifiques comme la Société botanique de France, la Société géologique de France, des fédérations d'entreprises, des associations de citoyens, des associations de jardiniers même. On a tout le monde, quoi. Et ce qu'on veut, c'est que les sciences du vivant et de l'environnement reviennent dans les mains des citoyens. Et l'un de nos combats, c'est pour qu'ils aillent dans les mains des plus jeunes, de façon à ce que les plus jeunes aient un contact avec la nature et puissent justement démarrer sur un imaginaire de ce que c'est que gérer la nature. Aujourd'hui, quand ils voient des mecs qui balancent du fumier sur les préfectures, honnêtement, et parce qu'ils les voient que là. Ils les voient que là. Ça vous donne envie comme métier, ça ? Non. Et ce n'est pas de la faute des agriculteurs, mais clairement, ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est répugnant pour les jeunes. Je le sais, j'en parle dans mes amphis, c'est répugnant, voilà. Il faut le dire, à un moment, même si c'est violent, dire les choses comme elles sont. On a besoin de recréer des imaginaires, et ces imaginaires, je pense qu'il faut les tisser. D'abord avec un contact précoce. Moi, j'ai eu la chance de grandir à la ferme, et c'était de la polyculture élevage sur 8 hectares en Bretagne, donc on faisait tout, et on n'avait pas de quoi se payer des pesticides. Donc j'ai vu une belle agriculture, mais alors par contre, c'était dur, hein. Je ne la souhaite pas aux agriculteurs de demain non plus. Par parenthèse, si vous avez envie d'être bien déprimé sur le fait que dans la durée, l'agriculture ne s'est jamais améliorée, vous relisez La Terre de Zola et vous allez voir que c'était les mêmes problèmes déjà. Les problèmes d'intrants, des problèmes de compétition et de prix qui n'étaient pas suffisants à l'achat, enfin à la vente. Bref, c'est donc un vieux problème, le problème de l'agriculture. Mais on a besoin donc de recréer un imaginaire. Et cet imaginaire, je pense qu'on peut l'enraciner sur une jeune génération qui aurait plus l'occasion dans l'exercice scolaire d'aller voir ce qui se passe en dehors de la ville et du lycée, et ce qui se passe dans les endroits où se produit la nourriture. Ça marche à fond. Moi, mes étudiants de licence, quand j'en avais encore, je les emmenais dans des exploitations viticoles. Bon, alors là, ça marchait pour d'autres raisons, parce qu'il y avait une dégustation après. Je les emmenais voir de l'élevage de moutons, mais ils étaient fascinés. Des gamins de 20 ans révolus, ils étaient complètement en catalepsie de voir des moutons. Des Montpellierins en l'occurrence. Vous y êtes. Il y a un substrat qu'il faut qu'on utilise. Malheureusement, aujourd'hui, moi je suis rédacteur de programme de lycée depuis 30 ans. Hein. Il ne s'en est pas sorti une série sans que j'ai mis mes pattes dedans. Et dans la dernière version, on a essayé de mettre une série qui va de l'assiette à l'exploitation agricole au sol. Avec, c'était en 100 secondes, une sortie.
Mais en seconde, il y a 1 heure de SVT par semaine. Donc, les profs de bio qui arrivent à le faire, ils traitent ça en 1 heure ou 2, parce que c'est la dernière année où il y a des SVT. Hein, donc, on bourre aussi l'éducation sexuelle, l'hygiène alimentaire et tous ces trucs-là. Donc, ils le traitent en 2 heures. Et puis la sortie, quand vous avez 1 heure par semaine et que vous faites une sortie, que vous avez 5-6 heures à rembourser à vos collègues, vous ne voyez pas vos gamins pendant 2 mois. Ils ne la font pas, la sortie. Donc aujourd'hui, en fait, nos enfants sont amputés d'un lien instinctif d'appréhension à la nature dans le primaire et d'un lien de compréhension à la nature et à ceux qui la gèrent, les agriculteurs, dans le secondaire. Et ça, c'est un vrai problème. Et la somme de ces 2 problèmes, l'image que donne actuellement l'agriculture d'une part et le fait qu'il n'y a pas de lien, ça débouche sur, tu as raison de le rappeler, ce constat inquiétant, c'est que plus personne ne va vouloir nous nourrir. Avec Marc Deconchat, qui viendra nous parler d'agroforesterie en particulier.